Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 243 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, on va parler des Los Angeles Lakers qui ont été éliminés des playoffs 2024. Bon. Bien, comment allez-vous ? J'espère que tout va bien en ce week-end. Normalement, on est peut-être dimanche matin, c'est peut-être un back-to-back parce qu'on a déjà fait un podcast hier, mais en ce moment ça envoie parce qu'il y a de l'actu. Et donc aujourd'hui, bilan des Los Angeles Lakers. Donc, on va faire un peu un podcast en 3 temps comme on a déjà fait. Je le détaille maintenant parce que vous allez voir que peut-être que vous n'allez pas être intéressé par les 3 parties, mais premièrement, bilan tactique de la série contre Denver, qui a été une série très intéressante, donc voilà. Deuxièmement, bilan de la saison relativement rapidement. Et puis troisièmement, un peu les perspectives futures. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que je me doute que tout le monde n'est pas forcément intéressé par beaucoup de décryptage tactique sur la série en elle-même. Si ça vous dit, vous pouvez aller sauter directement à l'étape numéro 2 ou à l'étape numéro 3, carrément, si ça vous intéresse plutôt ça. Mais c'est vrai que je préfère tout sortir d'un coup. Et également, je pense que c'est aussi un bon moyen de comprendre qu'est-ce qui n'est pas dans l'effectif, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché aussi. Donc voilà. Vous servez, vous prenez ce que vous voulez, mais en tout cas vous avez ce podcast en 3 temps, un peu décryptage tactique, qu'est-ce qui s'est passé tactiquement dans la série contre Denver, qu'est-ce qui a marché, pas marché, bilan de saison aussi, où du coup on dézoome encore un peu plus pour faire un bilan rapide de la saison, et puis perspective d'avenir, où on joue un peu à Madame Irma, et non en vrai on essaie un peu de présenter quel est le plan d'action, quels sont les atouts, les outils possibles sur le marché des transferts. Après, le côté ils peuvent aller chercher un tel ou un tel, c'est que du bonus, vous le savez, évidemment. Donc voilà, vous servez, prenez ce que vous voulez. Il y a aussi le flux secondaire du Basket Lab, si ça vous intéresse, de prendre seulement 2 petits morceaux par-ci par-là. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, y compris sur les Los Angeles Lakers, dont on parle pas assez, on est tous d'accord. Des petites étoiles sur iTunes ou Spotify pour soutenir le podcast, des likes sur YouTube ou un abonnement sur la plateforme de podcast préférée. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler des Los Angeles Lakers éliminés des playoffs 2024. Bilan et perspective. Bienvenue dans le Basket Lab. Les Los Angeles Lakers éliminés des playoffs. Donc, ça y est, 2024, les playoffs sont toujours en cours, mais, sans les Lakers de LeBron, de Anthony Davis, qui ont donc été sortis au premier tour. Ça, vous le savez évidemment. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on va faire un bilan de la série. Ensuite, on fera un bilan rapide de la saison. On fera en détail plus tard. Et ensuite, on finira par quelques perspectives, peut-être pour l'intersaison et surtout pour la saison prochaine. En fait, c'est ça qui nous intéresse. C'est pas tant l'intersaison, c'est la saison prochaine. On a déjà fait un peu ce format avec Phoenix il y a quelques jours. Donc, allons-y d'abord, le bilan de la série, bilan un peu tactique, qu'est-ce qui s'est passé sur cette série. C'est vrai que même avant de parler concrètement de tactique, le truc qui est un peu marrant, si vous n'êtes pas fan des Lakers, pardon, excusez-moi, mais c'est qu'on a encore une fois eu une série très disputée, mais qui s'est finie en 5 matchs, quoi. Mais oui, en effet, je trouve qu'on a eu des matchs disputés, mais que exactement comme en 2023, donc finale de conférence 2023, qui s'était conclue sur un 4-0 alors que les matchs étaient disputés. Là, c'est un peu pareil. On a eu 5 matchs, alors que, donc un 4-1 assez rapide, alors que je pense qu'il y a moyen que la série se prolonge et qu'on a eu en fait un affrontement assez disputé. Alors, pour des raisons un peu particulières, peut-être que, en effet, en termes de niveau intrinsèque, peut-être qu'il y avait un écart, mais je trouve que dans les matchs qu'on a vus, sur ce qu'on a vu le de facto, finalement le niveau était pas si loin que ça, donc un peu dommage, toujours un peu dommage, marrant ou pas, ça dépend de qui vous êtes fan. Je pense que les fans de Denver vont trouver ça très rigolo, mais voilà, c'est vrai que encore une fois, j'ai trouvé que au niveau attaque et au niveau défense, des deux côtés du terrain, c'était assez équilibré. On a 2 équipes qui étaient relativement compétentes, qui arrivaient à faire des trucs à droite à gauche. C'est juste entre guillemets, que les fins de match sont encore tombées côté Denver, quoi. Encore une fois. Alors, en plus, dans le match 2, il y a eu un méga comeback, donc c'est pas que le money time, c'est pas que le tir de Jamal Murray. Mais voilà, on a un peu le retour de bâton, je sais pas si vous vous souvenez, mais
En fait, on a vu exactement la même chose en 2020 dans la bulle. C'est-à-dire que la série s'était aussi conclue assez rapidement, alors que, en faveur des Lakers à l'époque, hein, en faveur des Lakers, alors que la série était aussi très disputée. Donc voilà, retour de karma, je ne sais pas, retour des choses, je ne sais pas, équilibre des forces, je ne sais pas, mais voilà. 5 matchs assez intéressants. Et pourquoi est-ce que je dis ça et j'insiste un peu là-dessus, c'est que je pense qu'il ne faut pas enterrer les Lakers aussi rapidement. Et il y a deux choses. Il y a le fait que, premièrement, l'adversaire était assez balèze, déjà, d'une part. Et deuxièmement, donc, certes, il y a 4-1, mais il ne faut pas s'arrêter sur le score. Comme on le dit assez régulièrement, mais c'est pas tant le score qui est intéressant, mais qu'est-ce qui se passe dans la série. Et là, en l'occurrence, bon, faire jeu égal, ou en tout cas, arriver à batailler quand même plutôt pas mal avec les Denver Nuggets, qui sont peut-être le favori au titre, ou la meilleure équipe de NBA, ou l'équipe qui est en playoff est quand même un style assez incroyable qui se transpose très bien. Bon, voilà, c'est quand même pas si mal que ça. Et d'ailleurs, je me demande si, bon, il n'y a pas trop de débat a posteriori, hein, mais à quel point est-ce que les Lakers n'auraient pas dû tenter le coup, entre guillemets, d'éviter Denver, quoi. À quel point est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir une série un peu plus accrochée s'ils avaient en fait tanké, entre guillemets, le match du play-in pour se retrouver contre OKC. Je sais pas. Bon, laissons la conversation OKC pour une autre fois. Mais voilà, je trouve que la série était quand même plutôt pas mal. Pour s'intéresser un peu côté Lakers, même s'il y a plein d'éléments dont j'aurais envie de parler, mais parler un peu tactiquement, si ça vous dit, il y a 2 vidéos sur la chaîne YouTube du Basket Lab sur lesquelles on revient un peu tactiquement, et en images surtout, là-dessus, donc le match 2 et le match 4, je crois. C'est ça, hein, le match 2 et match 4. Bon, je pense que, d'abord, ce qu'on est un peu obligé de citer d'entrée de jeu, c'est que Denver n'a pas mis de 3 points. Denver n'a pas mis du tout ces 3 points, à un taux même qui était assez anormal, hein, finalement. Je peux vous donner un peu les efficacités de Denver sur cette série. 37% pour le match 1, mais ensuite 24% match 2, 18% match 3, 30% à 3 points match 4, pardon. Et puis enfin le match 5, 42%. Voilà, on est à peu près de retour, même largement au-dessus de la moyenne, mais voilà, on a un match au niveau de la moyenne, 3 sous-performances au niveau du shoot et 1 qui est au-dessus, donc le match 5. Donc voilà, c'est un peu un élément incontournable pour commencer, je pense, parce que en effet, il y a la tactique, mais il y a aussi le fait de, voilà, tu places tel pion à tel endroit, et ensuite il faut que le pion il mette son tir, très, très basiquement. Et c'est vrai que ça, s'ils le font pas, c'est un élément à prendre en compte. Donc on a cet élément qui, à mon avis, n'est pas du tout à négliger, le fait que le shot making n'a pas du tout été là côté Denver, mais à part ça, c'est vrai que les Lakers ont fait quand même de trucs assez intéressants, quoi. Commençons un peu par l'attaque. Qu'est-ce qui a été fait de bien ? Je trouve que ce qui a été bien, parmi les choses un peu bien, on a eu pas mal de séquences de Anthony Davis qui attaque un peu en ce qu'on appelle en semi-transition, c'est-à-dire que c'est pas de la contre-attaque à fond les ballons, c'est on monte la balle et de suite on attaque un peu direct, quoi. C'est un peu ça la demi-transition, c'est on se met en place mais on accélère un peu tout de même. Donc ça a attaqué pas mal en semi-transition Jokic dans de l'espace. Mon regret c'est que ça n'a pas été fait assez pour le coup, c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est pas non plus que du ressort de Darvin Ham, hein, ça, parce que si vous vous souvenez, on l'a décrypté en vidéo, mais on a match 2, il le fait régulièrement, et puis qu'est-ce qui se passe la possession d'après ? On a Peyton Watson et Aaron Gordon qui viennent se mettre en tête de raquette pour former le fameux mur, quoi. Donc c'est pas qu'une question d'envie, c'est pas qu'une question de volonté de la part de Darvin Ham ou des Lakers de dire tiens, on n'a pas appelé assez de jeux en demi-transition ou d'isolation un peu plein centre du terrain. Non, parce que quand c'était fait, il y a une action assez marquante d'ailleurs où Peyton Watson et Aaron Gordon viennent un peu boucher le terrain pour former le mur, et derrière Peyton Watson se fait attaquer sur un close-out et il revient au panier contre Anthony Davis. Je sais pas si vous avez cette action en tête, mais elle était assez marquante. Donc voilà, je trouve que ça a été bien quand ça a été fait. Ça a peut-être pas été assez bien fait. Donc à quel point est-ce qu'on peut, le coaching staff pouvait aussi un peu influer là-dessus? Je trouve que tout ce qui est aussi post-up un peu frontal et direct de Davis sur Jokic, ça, pour le coup, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que ça a été assez efficace, et ça, sans doute qu'on aurait pu un peu hausser le curseur d'un côté, hein, pour le verre à moitié vide. Enfin, à moitié vide, je sais pas, mais de l'autre côté, il y a aussi le contre-argument de dire que, en même temps, Anthony Davis, faut pas se méprendre, Anthony Davis, c'est pas Embiid, Anthony Davis. C'est pas Jokic. C'est pas un créateur de poste bas et un créateur offensif qui peut avoir un très fort taux d'usage. C'est pas ça, Davis. Davis, c'est un peu la polyvalence extrême. Et oui, il peut aller au poste bas. Il le fait très bien d'ailleurs contre Jokic. Mais c'est vrai que c'est pas sa nature non plus. Je pense tout de même qu'ils auraient pu faire plus et en termes de quantité. Mais
bon, il y a peut-être aussi ce truc à garder en tête que voilà, Davis, c'est pas non plus le mec à qui tu vas donner, qui va avoir 40% d'usage au poste bas. Non, moi je pense pas. Mais en effet, on aurait pu peut-être un peu élever le curseur de ce côté-là aussi. L'autre aspect qu'on a un peu relevé dans les vidéos décryptage et qui a été un peu le thème de toute la série, c'est finalement un peu comment est-ce qu'on arrive à attaquer cette défense des Nuggets et les éléments un peu mauvais, les maillons faibles, on va dire, de la défense des Nuggets. Je pense qu'il y en a deux un peu principaux. Je pense qu'on a Jokic, évidemment, d'un côté, et puis de l'autre, c'est Jamal Murray. C'est vrai que j'ai toujours été un peu sur ma faim, en tout cas sur le début de série, sur l'aspect où les Lakers arrivaient assez facilement à obtenir le switch, mais parce qu'ils n'avaient pas à le forcer, quoi. C'est Denver qui le concédait. Et on a vu pas mal de séquences où LeBron était un peu soit en tête de raquette, soit carrément à 3 points plein centre, à essayer en fait d'attaquer le match-up, d'attaquer le mec qu'il avait en face de lui, soit un match-up qui était KCP ou voire Peyton Watson, soit sinon Jamal Murray, qu'il avait réussi à obtenir sur switch. Mais le problème, c'est que attaquer depuis cette position fait que dans un peu la géométrie du terrain, tu es face au jeu, tu es loin du panier, et surtout, il y a toute une défense derrière qui peut s'organiser, et qui s'est organisée. C'est là-dessus où je pense que Denver est une excellente défense de demi-terrain, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont de bons défenseurs, de grands défenseurs surtout, capables un peu de jouer dans l'espace, donc ça, ils l'ont très bien fait, et à chaque fois qu'on avait LeBron qui était un peu isolation, qui était un peu face au jeu, un peu loin du panier, tout le terrain se resserrait. Et évidemment que les Lakers n'ont pas forcément un spacing idéal pour punir ça, ou pour empêcher ça. Donc c'est là-dessus où ces séquences-là, j'ai quand même été assez peu fan, pour le coup. Alors que, de l'autre côté, l'ajustement qu'on a vu, d'ailleurs, et on l'avait souligné match 4, Darvin Ham avait rajouté pas mal de diversité un peu dans l'attaque, et surtout, il avait essayé d'attaquer le panier un peu autrement, et notamment les post-up. Et c'est vrai que ça, c'est un exercice où la balle démarre de beaucoup plus proche du panier, elle démarre de non pas plein centre, avec des aides qui peuvent venir de tous les côtés, mais elle démarre déjà d'un côté du terrain. Donc, en termes de distance au panier, c'est pas pareil. En termes de orientation au panier, c'est pas pareil. Et donc, en termes de comment est-ce que tu peux défendre ça, c'est pas pareil non plus. Et on a vu que LeBron allait beaucoup plus au post-up. Et à partir de ces situations-là, là, il arrivait à aller au panier. Il arrivait à prendre des tirs au panier, ou pas loin du panier, ou avoir des lancers francs. Donc, voilà, là-dessus, je trouve qu'il y a eu ajustement en cours de série. Mais j'aurais aimé en voir plus encore. J'aurais vraiment aimé en voir plus. Après, on va peut-être toucher le thème un peu général et évident de LeBron James et de la question LeBron James, mais mettons un peu ça de côté pour l'instant. C'est vrai que c'est un moyen qui a été trouvé en milieu de série, et même en début de série, il y était un peu, mais peut-être pas assez. Peut-être que là aussi, j'aurais aimé voir un peu plus forcer là-dessus, parce que, voilà, comme dit, on a des séquences sur du match 2 où il arrive à avoir Jamal Murray, il l'attaque un peu plein centre, frontalement, et derrière, il y a plein de mecs qui viennent aider, en fait, tout simplement. Alors que sur les matchs d'après, il y a pas mal de séquences où, quand il a le switch, il demande faites tourner, et donnez-moi la balle poste bas, quoi. Et là-dessus, on attaque directement. On a le petit fadeaway à quelques mètres du panier, plutôt qu'un pull-up, un low pull-up très loin dans le périmètre. Voilà, on va au lay-up, etc., etc. Et c'est vrai que d'ailleurs, j'en ai même pas parlé, mais je pense que la clé un peu de cette série, ça a été le panier, quoi. Ça a été le panier, et à quel point est-ce que Denver est arrivé un peu à rétrécir le terrain et à empêcher les Lakers d'aller au panier. Là-dessus, c'est un peu dommage, et ça a aussi été la clé, c'est que, mine de rien, les Lakers ont bien shooté au panier. À part un match, je crois que c'est le match 2, donc, où ils étaient à peine à 43% au panier. Par contre, après, l'efficacité est bien remontée. Et là-dessus, je pense que c'est pas mal de très bons ajustements de la part de Darvin Ham. Je sais que je suis un peu seul sur mon île avec ça, mais voilà, les Lakers, quand ils vont au panier, ils ont soit du LeBron, soit du Anthony Davis. Ils ont des éléments pour, quand ils sont au panier, ils sont bons. Le problème, c'est d'y aller au panier. Et c'est là-dessus que le débat isolation lointaine versus post-up rentre un peu en compte. On reparlera un peu de LeBron un peu plus généralement tout à l'heure, mais il y a aussi l'aspect, donc j'ai dit Jamal Murray un peu un maillon faible. De l'autre côté, on avait aussi un autre maillon faible qui était Jokic. En tout cas, un maillon attaquable, pardon. Je veux pas que les fans de Denver pensent que je dis que Jokic est mauvais défenseur, pas du tout. Mais c'est vrai que ça reste le maillon le plus faible, à défaut d'être un maillon faible, c'est peut-être le plus attaquable. Ils l'ont fait avec le pick and roll. Et c'est vrai que c'est un peu la rengaine. Vous devez être fatigué de m'entendre en parler pour le coup, mais il y a un peu ce truc où, théoriquement, le vrai LeBron, c'est censé être le fit un peu parfait contre la défense de Denver et contre le pick and roll, parce que Jokic n'est pas un bon défenseur de pick and roll. Enfin, plutôt, est un défenseur de pick and roll qui n'est pas génial. Il est quand même assez bon dans son rôle et dans son type de couverture, etc. Intelligent, les styles, le bon placement. Il fait plein de choses de bien, ok. Mais ça reste quelqu'un qu'on peut
ciblé sur pick and roll parce que, en fait, c'est de là que part le premier décalage d'une action. Donc, notamment, soit il attend bas en drop, bas par rapport au niveau de l'écran, et donc LeBron peut débouler, et comme il n'y a personne qui le stoppe, après l'écran, il peut prendre de la vitesse, jouer sur l'explosivité et aller au panier. Donc le fameux drive contre le drop, qui est un classique de chez classique, et personne ne voulait jouer en drop face à LeBron, depuis toujours. Soit sinon, on a envie de le stopper parce que LeBron, c'est un des meilleurs drivers. Pendant longtemps, c'était le meilleur driver de NBA. Donc Jokic montait haut sur l'écran pour pas être attaqué lui personnellement. On crée un 2 contre 1 sur le ballon et on forçait la balle à aller ailleurs. Et c'est vrai que là-dessus, LeBron, il a un peu cette dualité de le vrai LeBron, encore une fois. Il a réponse à tout, quoi. Il a vraiment réponse à tout parce que l'explosivité drive, ok, on en a déjà parlé. Et puis le passing, si tu mets 2 sur le ballon et 2 sur LeBron, LeBron, c'est un des meilleurs passeurs de l'histoire, en fait. Assez facilement. Donc, il y a ce côté aussi, et on l'a vu dans la série, où il y avait une dose de manipulation par-dessus la prise à 2. C'est pas juste, il y a deux qui viennent sur le ballon, et donc vite, il faut que je ressorte la balle. Non. Il y a des séquences de, on te fait attaquer de cette manière, alors soit du pick and roll un peu normal, soit des zoom action, on va y arriver, mais un écran plus un dribble and off pour recevoir la balle. Bref, quand il y avait 2 sur le ballon, à partir d'un écran, grosso modo, on a vu d'excellentes lectures de la part de LeBron, parce que c'est un maître pour la manipulation de je fais genre, je vais passer vers le côté faible, le shooter côté faible, et en fait non, je glisse la balle à l'intérieur vers le rollman. Et donc, si tu as 2 sur le ballon en défense, ça veut dire que tu as un surnombre derrière, et donc le défenseur côté faible qui doit couvrir, il sait pas s'il est déchiré un peu entre le shooter côté faible ou le mec qui plonge au panier, quoi, entre Davis et Austin Reeves, par exemple. Et là-dessus, LeBron est parfait. Mais le problème, on en revient à ça, c'est que les séquences où Jokic montait haut sur les écrans et faisait un peu ce edge, se découvrait un peu, voire même edge parfois un peu agressif, parfois même prise à 2, ok, LeBron a été très bon, mais le problème, c'est que LeBron n'a plus ce degré de dangerosité de scoreur pour déclencher ce genre de prise à 2, en fait. C'est un peu ça qui était malheureux. Alors, d'ailleurs, lui-même ne prend pas toujours les écrans de manière extrêmement agressive non plus, ce qui fait que Denver, en début de série, était assez à l'aise de faire un drop, justement, parce qu'ils se disent, non, s'il n'est pas dangereux, on peut rester en drop, on peut rester bas par rapport à l'écran, et on craint pas, quoi. Et donc, l'ajustement, notamment, match 2 de deuxième mi-temps, on l'avait décortiqué, c'est que on avait enchaîné 4, 5, 6 actions d'affilée, et avec un état d'esprit qui était très différent. Darvin Ham et LeBron James étaient revenus du vestiaire avec, ok, pick and roll sur Jokic à foison, mais surtout, tu sors de l'écran agressivement. Et tu sors pas, tu prends pas l'écran un peu en mode lentement, petit à petit, voilà, j'essaie de décortiquer, non. Là, tu sors l'écran, tu vas nord-sud, vraiment nord-sud, quoi. Assez rapidement. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a causé que le drop ne marche pas, en fait. Et il y a pas mal de séquences sur cette série, comme il y en avait sur la série de 2023, où on voit le vrai LeBron, c'est-à-dire qu'il prend un écran, qui prend le pick and roll et qui drive agressivement au panier avec son explosivité, en tout cas, ce qui lui reste un peu. Et ça fait 2 séries d'affilée qu'on voit des flashs où tu te dis, il n'y a rien à faire, quoi. Et qu'est-ce que tu veux faire ? Jokic n'est pas du tout un bon défenseur en drop, n'est pas du tout un bon défenseur pour rétro-pédaler et protéger le panier quand quelqu'un vient sur lui. C'est pas Rudy Gobert, c'est pas Brook Lopez, c'est pas ce genre de profil. Donc, voilà, t'as toujours des flashs comme ça, par-ci, par-là, où ça marche, quoi. Mais le problème, c'est que ça dure pas, parce que soit LeBron a il tire un peu sur la corde de ce point de vue-là, mais de l'autre côté, on a aussi eu notamment de bons ajustements de la part de Mike Malone, où quand ça commence un peu à insister là-dessus, on change les match-up. Et donc on met Gordon sur Davis plutôt que Jokic. Et donc quand Davis essaie de venir poser un écran, Jokic est protégé, quoi. C'est Gordon qui doit un peu jouer le rôle du défenseur du pick and roll. Donc on a eu aussi des contre-moves de la part de Mike Malone, évidemment. Mais voilà, il y a eu tout aussi un jeu de match-up, et cet aspect de pick and roll, autant après la série de 2023, j'étais un peu en mode, j'en ai parlé dans le podcast même, on se demandait si c'était la blessure ou est-ce que c'était plutôt l'âge, parce qu'il avait été un peu blessé saison 2023, souvenez-vous. Là, pour le coup, je pense qu'on a un peu la confirmation que, l'an dernier, c'était pas totalement une blessure, quoi. C'est peut-être juste que cet homme est humain, et qu'à bientôt 40 ans, il y a peut-être plus autant de jus qu'avant dans le moteur. Donc c'est vrai que ça a été un peu frustrant parce que, côté Lakers, je veux dire, parce que Denver a pu s'en sortir, ce qui paraît totalement impensable. Il y a encore 5 ans, 5-6 ans, 7-8 ans même, ça paraît impensable qu'un défenseur de drop de assez moyenne qualité comme Jokic puisse s'en sortir autant sur une série de playoffs à faire aussi fréquemment du drop. Et à pas passer la série à faire des edges, parce qu'il faut absolument le protéger. Donc
Jokic aurait dû passer la série à faire des prises à 2 assez hautes et en se découvrant derrière. Hein, donc, quand tu fais une prise à 2, forcément, tu as un décalage qui est créé parce que derrière, tu as un sous-nombre. Donc, ouais, Jokic n'a pas du tout passé la série à faire ça. Et c'est aussi, d'une part, une des forces de Denver et de Jokic qui a un peu développé cette polyvalence sur les écrans, de savoir défendre un peu différemment désormais. Mais c'est aussi le fait que, voilà, il y a un peu un aspect de LeBron qui n'est plus ce joueur-là. Je pense. Après, si ne nous attardons pas sur LeBron, on en reparlera, je pense, tout à l'heure, mais d'autres actions qui ont été assez bonnes, je trouve, et c'est là-dessus où moi j'aime bien Darvin Ham, donc je peux pas m'empêcher, mais j'ai trouvé qu'il était arrivé à plutôt apporter une assez bonne variété. Alors, pas parfait, hein, comme dit, il y a plein de points sur lesquels je suis un peu en désaccord. Les rotations qu'il a faites, notamment, on va en parler. Le côté post-up de Anthony Davis, peut-être. Le côté peut-être pas assez de post-up de LeBron plutôt que isolation, peut-être aussi. Mais il a trouvé quand même deux, trois astuces assez sympathiques, notamment tout ce qui est les zoom action. Les fameuses zoom action, qu'est-ce que c'est? C'est, imaginez un pick and roll, mais avant un pick and roll, il y a un écran. Voilà. Un peu grossièrement, c'est comme ça que je le décrirais. Ou alors, pour dire le terme, techniquement, c'est un écran plus un deuxième écran qui est en fait un dribble and off. Donc, le joueur prend deux écrans, mais sauf qu'au deuxième, il y a l'intérieur qui a la balle et qui lui donne. Voilà, c'est un dribble and off, un jeu de main à main. Et donc, les zoom action, c'est ce qui ont été un peu développés. Souvent, on parle de zoom action un peu sur le côté, c'est-à-dire un joueur qui est dans le corner, qui remonte, qui prend deux écrans le long de la ligne à 3 points. Mais on a eu aussi pas mal ici de zoom action. Alors, je ne sais pas si tout le monde a cette appellation dans cette zone du terrain, mais aussi, vous avez, le joueur démarre non pas dans le corner, mais sur l'aile. En fait, il démarre sur l'aile et il fait une coupe vers la tête de raquette, en gros. Donc, un peu parallèle à la ligne de fond. Et c'est vrai que c'est le type de configuration qui, en fait, a forcé Jokic à monter haut. Et notamment, face à LeBron, ok, il alternait un peu. Mais face notamment à Austin Reeves ou à D'Angelo Russell, de base, Jokic restait bas. Jokic ne sortait pas sur Austin Reeves et sur Russell parce qu'il n'y a pas besoin de sortir haut et donc de créer une prise à deux et donc de créer un décalage que derrière, les mecs doivent rattraper. Donc, s'il n'y a pas besoin, si tu ne crains pas forcément le scoring un peu dans le périmètre ou à la sortie de l'écran, si tu ne crains pas le fait que si tu montes pas haut, arrêter le drive dès le début, ça peut faire très mal, tu restes bas. Et donc tu limites un peu les dégâts. C'est ce que Jokic a fait contre Russell, qui est pas forcément un énorme driver, et qui, c'est plutôt un mec de pull-up, mais tu n'as aucun mal à le laisser un peu gagner en momentum, si on peut dire, parce que c'est pas lui qui va sortir l'écran en gagnant en vitesse et aller te punir en panier. Et puis pareil pour Austin Reeves, en fait. Mais, donc, avec ces zoom action, c'est vrai que on a eu pas mal de situations où ça a forcé Jokic à monter plus haut. Et pourquoi? Alors ça, c'est un choix de Mike Malone, vous verrez avec lui. Et moi, je pense que c'est aussi parce que dans ces zoom action, en fait, on combine un peu l'avantage d'avoir deux poseurs d'écran. Et donc, ce qui veut dire que sur un laps de temps relativement court, mais surtout sur une zone du terrain assez courte, en fait, tu as à la fois quelqu'un qui va plonger au panier, un roll man, R-O-L-L, qui fait le rôle du pick and roll, et tu as aussi un pick and pop, ou en tout cas, quelqu'un qui reste à 3 points. Et c'est vrai que sur un pick and roll un peu normal, tu aurais quelqu'un qui vient aider depuis le côté faible, mais ça laisse quand même un autre défenseur côté faible pour coulisser, attendre, gérer les deux shooters côté faible pendant que le ballon était, pendant que la passe est faite et que etc. Il y a la rotation qui reviennent. Bref, c'est pas pareil. Là, l'avantage de ces zoom action un peu en tête de raquette, c'est que sur un laps de temps très court et sur une zone du terrain un peu resserrée, en fait, tu dois faire un choix. Tu as 3 attaquants contre 3 défenseurs. Et oui, tu peux te dire, ok, on va faire venir le défenseur côté faible dans le corner, mais ça marche pas totalement, quoi. Tu peux essayer, ils l'ont fait, mais ça marche pas totalement. Donc, il y a ce truc, en fait, avec les zoom action, les doubles écrans comme ça, où, en fait, il y a un choix à faire très rapidement entre, par exemple, si c'est Jamal Murray, quand il y a 2 sur le ballon sur LeBron ou sur Austin Reeves, Jamal Murray, il doit gérer à la fois Davis qui va rouler au panier et son shooter de pick and pop qui reste à 3 points. Et oui, il peut théoriquement compter sur un mec qui vient depuis le corner opposé, zoner dans la raquette, mais sauf que ça marche pas parce que Denver veut aussi taguer, ce qu'on appelle taguer en fait, taguer en tête d'action, et pas que à la fin. Je recommence parce que c'était peut-être pas très clair. Mais en fait, Denver aime bien faire un tag, c'est-à-dire que quelqu'un vienne un peu bousculer, ou en tout cas mettre un peu la main, ou voilà, occuper le rôle, le mec qui plonge au panier, mais pas que à la fin de son rôle, aussi au début. Voilà, donc imaginez un pick and roll, Davis qui plonge au panier. Denver aime bien un peu gêner aussi en amont de l'action en tête de raquette et aussi avoir quelqu'un
en bas de la raquette pour le réceptionner. Mais ils veulent pas avoir qu'un mec qui réceptionne, et notamment avec une menace verticale comme Anthony Davis, c'est aussi pour ça qu'ils veulent faire ça. Avec Davis qui est à ce point élite dans la verticalité et dans le rôle au panier, bah, tu as envie d'avoir quelqu'un qui le bouscule un peu en amont, enfin pas en amont de l'action, mais au début du rôle, quoi, en tête de raquette. Et après, oui, certes, tu auras aussi Aaron Gordon, proche du panier, qui va le réceptionner, ou alors qui bouche l'espace, ok. Mais tu veux aussi faire un premier tag, en fait, très tôt dans l'action. Voilà, ça c'est Denver, fonctionne comme ça. Beaucoup d'équipes d'ailleurs fonctionnent comme ça, surtout face à de telles menaces. Donc, ce qui fait que, pardon, fin la parenthèse, mais j'aime bien expliquer pourquoi les choses se passent ainsi. Hein. Mais il y a aussi l'avantage donc qui a été trouvé par Darvin Ham de, bon, bah, si Denver fait un peu faire un tag sur cette action, pas de problème. Avec le double écran, on a 2 défenseurs sur le ballon, un défenseur, donc on va rester sur Jamal Murray, qui va donc faire un petit tag léger, qui va être un peu sur Anthony Davis au début du roll, au début de son plongeon vers le panier. Je sais pas si ça se dit en français, c'est assez moche. Mais donc, reste le pick and pop ouvert. Le troisième attaquant, il n'y a personne sur lui. Ou alors, quand c'est LeBron qui était un peu aux commandes, et pas seulement Reeves ou D'Angelo Russell, LeBron, il est capable de manipuler ce troisième défenseur, en fait. Il est capable de manipuler Jamal Murray et de faire genre qui fait la passe pour le shooter et ainsi mieux libérer le roll vers le panier. Donc bref, cette zoom action a été plutôt pas mal utilisée par les Lakers. Je pense que c'était pas tant un problème tactique, en tout cas pas fondamentalement. Je pense qu'il y avait aussi des limites aussi de spacing. On n'a pas trop parlé encore et on peut enchaîner là-dessus, mais je pense que le spacing n'est pas parfait côté Lakers. Et pour moi, ça a été un peu un problème. On a déjà un peu parlé dans l'épisode qu'on a fait, un React Game 2, je crois. On en avait déjà parlé, mais pour moi, il y a un peu ce point clé que, bah oui, peut-être pas assez d'espace, quoi. Et surtout en playoff, et on le voit d'autant plus cette année, j'ai l'impression que c'est chaque année de plus en plus, mais le spacing, c'est compliqué à avoir en playoff. Les défenses sont de plus en plus agressives et de plus en plus dynamiques, de plus en plus proactives, et ça pardonne pas, en fait, d'avoir même pas des mauvais shooters, mais des shooters un peu moyens, quoi. Et avec le cas des Lakers, c'est vrai que moi, j'avais un peu cristallisé tout ça autour de Hachimura, qui était un peu dans le 5 et qui malheureusement n'a pas trop de spacing. Mais voilà, je pense que généralement, ça a été une composante un peu importante pour moi parce que il y a aussi pas mal d'actions où tactiquement c'est bien, mais il se trouve que la bonne option, donc l'option qui va au panier, le drive ou le roll au panier, ou la bonne option la plus facile, elle était occupée parce qu'il y avait un défenseur en plus qui venait dans l'action. Alors que il y avait aussi un shooter côté faible qui était pas respecté, quoi. Pas respecté et qui ne pouvait pas punir. Il y a aussi pas mal d'actions où, quand tu as Rui Hachimura qui est sur l'aile et que LeBron veut faire un drive, LeBron, il doit pas juste battre son propre défenseur, il doit aussi battre le stunt qui arrive depuis l'aile. C'est-à-dire que le défenseur de Hachimura, il abandonne et il vient boucher l'espace, il vient rétrécir le terrain et en fait empêcher la ligne de drive. Donc LeBron, la bonne action à faire, c'est quoi? C'est je ressors vers la bonne action, l'action simple, hein, je ressors vers le mec qui est ouvert, mais sauf que le mec qui est ouvert, c'est Hachimura. Ou d'autres, hein. Ça a pu être d'autres aussi, Gabe Vincent aussi, ou des mecs comme ça. Et bref, je ne vais pas trop développer non plus, mais je pense que globalement, le spacing pour moi a été un peu un problème. Même si d'ailleurs, on a eu de bons ajustements aussi en cours de série, et j'ai un peu tapé, moi j'avais un peu tapé, c'est pas contre lui, hein, c'est son profil, mais j'ai un peu tapé sur le fait d'avoir autant Hachimura à côté des titulaires. Moi j'aurais préféré l'avoir en backup 5, mais c'est une autre histoire. J'ai un peu tapé sur lui, mais il y a eu de bons ajustements à la fois de Hachimura et, je pense, du coaching staff, parce que, notamment le match 4, qu'est-ce qui s'est passé? Sachant que Denver faisait à ce point des défenses un peu agressives et délaissées des shooters, on a eu un festival de coupes dans le dos de l'aide. C'est-à-dire que plutôt que de rester à 3 points et prendre le 3 points et le manquer, ou alors de ne pas être respecté du tout, ce qu'on faisait, c'est que, côté faible, on essayait un peu d'espacer le maximum, donc c'est-à-dire plutôt que d'avoir 2 joueurs qui étaient assez proches les uns des autres, on faisait remonter un shooter pendant l'action, on le faisait remonter vers l'aile, voire même plus que l'aile, hein, vraiment très très haut. Et ce qui fait que, oui, le défenseur qui reste côté faible, il doit un peu gérer les deux, quoi. Il doit gérer un mec qui est très très haut sur le terrain au niveau du slot, au niveau de loin à 3 points dans l'aile, quoi, et aussi un mec qui est très bas dans le corner. Donc l'espacement a été mis, et surtout ça a permis cet espacement d'envoyer des cuts dans le dos de l'aide. C'est-à-dire que vous avez Aaron Gordon qui est dans la raquette. Ok. Vous avez Jamal Murray qui doit gérer, je sais pas moi, LeBron James plus Gabe Vincent. Bon, ce qu'on a vu, le bon ajustement, c'est plutôt que d'avoir un côté faible assez peu animé, assez peu espacé, on a vu beaucoup du Gabe Vincent qui est remonté très haut sur l'action pendant l'action. Et donc Jamal Murray, il doit gérer un peu les deux. Mais sauf que c'est plus facile de gérer 2 mecs qui ne bougent pas dans le corner.
c'est plus compliqué de devoir gérer un mec très haut au shoot à 3 points, et en plus, un mec qui, LeBron en l'occurrence, ou Hachimura, bah, qui ne se contente pas d'attendre à 3 points, mais qui vont au panier, quoi. Quand Gordon les abandonne pour aller aider dans la raquette, bah, LeBron ou Hachimura, ça a coupé au panier. Donc voilà, bon ajustement aussi, mais globalement, je pense que le spacing a peut-être été un obstacle, pas forcément fondamental, mais assez important, mine de rien, en tout cas pas négligeable, je trouve. Et ce qu'on a vu aussi, au-delà de ça, je pense qu'on a vu aussi un manque de profondeur d'effectif avec ces Lakers qui a un peu sauté aux yeux, hein, pour le coup, parce que parmi les... Bon, on a les titulaires un peu habituels, bon, LeBron, Anthony Davis, ok, Austin Reeves, ok, D'Angelo Russell, ok, parmi les titulaires, mais je pense qu'il n'a pas non plus fait une série magnifique. Et bon, voilà, peut-être que tu peux faire mieux en termes de quatrième titulaire, hein, sur une équipe des Lakers. Mais après, au-delà de ça, bon, Hachimura, profil un peu à compromis, comme on a déjà parlé, hein, même en termes de défense, mais même en termes de spacing, comme dit, c'est pas parfait. Et puis derrière, t'as quoi? Taurean Prince. Bonne série, je trouve, de Taurean Prince, même si toujours des petites imperfections en défense off-ball, mais franchement, bonne série de la part de Taurean Prince, qui est, pour le coup, vous savez, on a fait un podcast sur les supporting cast il y a pas longtemps, au début des playoffs, avant les playoffs même, on essayait de catégoriser les joueurs dans les joueurs, bon, les gros titulaires, ok, les joueurs un peu à, on va dire, 25 minutes par match en playoff, pour sûr, et un peu les joueurs gadgets, où t'es à quoi? T'es à 10-15 minutes, tu t'en satisfais dans une très bonne équipe de playoff, 10-15 minutes, mais pas plus, quoi, gadget. Bah là, je trouve que le seul joueur qui était un peu dans la catégorie vrai bon role player, 25 minutes de jeu en playoff, pour moi, c'était Taurean Prince. Et c'était un peu le seul. Et le reste, on était plutôt sur un niveau gadget, quoi. Ou alors un niveau, de facto, ils ont joué plein de minutes, mais pas avec un rendement satisfaisant, quoi. Et notamment, Dinwiddie, c'est un peu un échec cuisant sur cette fin de saison, je trouve, alors que moi, je l'aime beaucoup, hein, Dinwiddie. Je suis peut-être plus haut que la moyenne que pas mal de monde, mais Dinwiddie, un peu un échec. Gabe Vincent, moi, j'ai beaucoup aimé la défense, mais l'attaque est toujours pas revenue, quoi. Après la blessure, on peut le comprendre. Mais de facto, on a eu quelqu'un donc qui n'était pas respecté non plus au niveau du 3 points, qui n'a pas mis les shoots du tout. Vanderbilt, blessé toute la série, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, hein, c'est ça. Max Recy aussi, pas trop utilisé. Et voilà, d'ailleurs, moi j'aime beaucoup Darvin Ham. Je trouve que tactiquement, il fait des trucs assez intéressants. C'est vrai que là où moi je le critiquerais plus, c'est peut-être sur la gestion des rotations. Et je pense que là-dessus, on va être d'accord avec beaucoup de fans des Lakers, c'est que peut-être beaucoup de versatilité. Et j'utilise le mot français, hein, et pas le mot anglais qui veut dire polyvalence, mais la versatilité peut-être de beaucoup de changer de line-up parfois. Voilà, les rotations, j'ai pas été d'accord. J'ai pas été d'accord toute la saison, beaucoup de changements. Je comprends peut-être une envie de s'adapter, mais parfois c'était un peu de la suradaptation justement. Bref, au niveau des rotations, globalement, voilà, par exemple, le cas Max Christie, qui est un 3&D, qui est très jeune, hein, il a 20-21 ans, je crois encore, mais un 3&D défenseur compétent et qui met un peu de shoot, j'aurais aimé le voir plus. On l'a pas vu du tout, quasiment. Donc voilà. Et ce qui fait que quand on fait le bilan, alors j'ai même pas parlé de, évidemment, Jackson Hayes, qui a été en grande difficulté aussi. Pour le coup, notamment les rares fois, il faisait un peu une défense en drop, une défense d'intérieur. Ça se faisait cibler par Jamal Murray ou par tout le monde, en fait. Donc pas top. Christian Wood, qui je crois n'a pas joué ou pas trop, non, pas joué du tout, hein, même, je crois, hein, de tête. Ça mériterait d'être vérifié, mais bref. On a clairement, en fait, un constat pour moi qui est évident, qui est que on a des stars, on a des solides joueurs, Reeves, pour moi. On a Russell qui peut être bon, mais qui est assez irrégulier, qui l'a été. Enfin, Reeves aussi n'a pas été bon, peut-être on en reparlera, mais voilà. Et puis ensuite, en fait, on a vraiment un manque de profondeur d'effectif qui est un peu marquant, quoi. Et je pense que tu peux pas t'en sortir avec aussi peu de profondeur quand, de l'autre côté surtout, tu as affaire à un effectif qui, lui, sa force, c'est la profondeur d'effectif. Donc voilà, peut-être qu'ils ont été un peu short en termes de nombre de joueurs. Il y a eu aussi des déceptions, hein, Dinwiddie, des blessures, il y a eu des mecs qui auraient dû jouer mais qui n'ont pas joué. Bref, de facto, ça n'a pas été parfait. De facto, il n'y a peut-être pas assez de gens bons, de bons joueurs sur le terrain pour les Lakers. Donc voilà. Autre point que j'avais noté aussi, après on essaie d'accélérer peut-être un peu. Une des forces d'ailleurs des Lakers cette saison, c'est d'être une excellente attaque de transition. Or, il se trouve que sur ce match-là, ça n'a pas trop marché. Et donc je pense que là, pour le coup, il faut quand même donner du crédit à Denver sur sa défense en transition, parce que notamment sur la fréquence de transition, en fait, les Lakers n'ont pas été bons, quoi. Alors que d'habitude, comme dit, ils sont top 3, top 4 de NBA sur la saison régulière. Là, c'était pas top. Je peux vous donner le rang de leur performance. 22e centile le match 1, donc à peine mieux que 22% des autres matchs. 26e centile, pas bon non plus. 92e, match 3, effectivement. Et puis ça retombe 8e, et puis 60e. Voilà, clairement, c'est une force qui ne s'est pas transposée. Le nombre de contre-attaques que les Lakers d'habitude arrivent à générer, là, ils n'y sont pas du tout arrivés contre cette défense de Denver.
À noter aussi que pourquoi est-ce qu'il y a eu aussi peu de transition défensive, offensive, pardon. Il y a aussi le fait que Denver n'a pas non plus perdu beaucoup de ballons, notamment les 2 premiers matchs. Hein. Quand tu fais très peu de pertes de balles, forcément oui, les Lakers peuvent pas en profiter pour attaquer derrière, quoi. Donc voilà, peu de turnover veut dire peu de transition derrière à partir de turnover. Donc ça paraît un peu logique, mais c'est vrai que ça a peut-être été un manque à gagner pour cette série. Pour les Lakers sur cette série, pardon. Donc voilà. Et puis l'autre élément, c'est que les Lakers ont pris très peu de tirs à 3 points aussi. Et les Lakers ont pris très peu de tirs à 3 points. C'est un peu leur habitude, mine de rien. Mais là encore, hein, en termes de fréquence de tirs à 3 points, 22e centile, donc à peine mieux que 22% des autres matchs, vous aurez compris. 45e centile, un peu mieux, vers la moyenne. Et puis ensuite, 6e centile, 3e centile, et de nouveau 52e centile. Mais voilà, globalement, ça prend pas beaucoup de 3 points. Sachant que en plus, en termes d'efficacité aussi, sur les 3 points, on a fait premier match à 25%, donc largement en dessous de la moyenne NBA. 25%, c'est très mauvais. 45% ensuite, au match 2. 45% d'efficacité à 3 points, c'est très bien. Et puis ensuite, 16%, 34% et 30%. Et c'est là que, d'habitude, vous m'entendriez dire, et d'ailleurs je l'ai fait un peu pour Denver, Denver n'a pas mis ses tirs non plus à 3 points, et j'ai dit, il y a une part d'aléatoire. Là, je pense que je ne vais pas dire que ça. Il y a une part d'aléatoire, il y a une part de réussite, mais il ne faut pas non plus penser que toutes les équipes peuvent à peu près aller taper dans la même fourchette d'efficacité. C'est pas tout le monde peut être... Alors si, tout le monde peut être hyper malchanceux, mais tout le monde ne peut pas être hyper chanceux. Tout le monde ne peut pas poster de magnifiques pourcentages. En tout cas, pardon, je ne suis pas clair, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est aussi lié, ces efficacités, en fait, au profil que tu as. C'est pas que de l'aléatoire. C'est pas que de la pure réussite au shoot, ça l'est, mais il y a aussi le fait que, oui, quand tu as des shooters qui sont pas forcément tous compétents, il y a pas mal de chances aussi que ça tombe plutôt du côté en dessous de la moyenne qu'au-dessus, quoi. Pour caricaturer, hein. J'essaie un peu de caricaturer, mais c'est un peu l'idée, quoi. Si vous m'aviez dit, c'est les Warriors 2017 qui avaient fait cette série à la réussite au tir, j'aurais dit, oui, là, c'est du vraiment pas de chance, quoi. Parce qu'on sait qu'ils les ont, les shooters. On sait qu'il y a Klay Thompson, Kevin Durant, Stephen Curry, etc., quoi. Là, je pense qu'il y a un peu d'aléatoire, mais je pense qu'il y a aussi un peu de... t'as pas forcément que des bons shooters. LeBron est hyper en réussite hein, cette saison. En plus, il les met tous, mais Anthony Davis, les 3 points, non, pas trop, hein, pas trop du tout. Ensuite, Hachimura, c'est pas un shooter qui est respecté, c'est pas un méga shooter non plus, hein, efficace cette saison, mais sur un petit volume, mais voilà, c'est pas un shooter naturel. Russell un peu irrégulier, et ensuite, Taurean Prince aussi un peu régulier. Kevin Vincent qui met pas un tir, on l'a dit. Dinwiddie qui met pas un tir non plus. Voilà, je pense que il n'y a pas trop de secrets non plus. Il y a une part d'aléatoire, mais il y a aussi une part de qui sont tes profils. Donc on en revient au point que j'ai fait sur le spacing tout à l'heure. Mais voilà un peu pour continuer un peu à décrire ce qui s'est passé dans cette série. Et puis au niveau des lancers francs aussi. On a parlé de la transition, mais lancers francs, assez peu de lancers francs pour cette équipe des Lakers qui d'habitude est élite. Qui est vraiment. Même à un point où tout le monde se moque sur Twitter. Mais effectivement, les chiffres d'habitude, les chiffres de provocation de lancers francs de ces Lakers sont élites. C'est comme ça qu'ils s'en sont sortis l'an dernier aussi. Et là, là non. Non, donc... Il y a un aspect aussi de bonne défense de Denver, hein, évidemment. C'est pas que les Lakers sont mauvais de par eux-mêmes. Faut pas non plus aller dans ce raccourci-là de s'il y a un truc qui est pas bien, c'est que c'est les Lakers qui ont pas bien fait. Non. Il y a aussi un adversaire en face, quoi. Il y a un adversaire qui est pas mal du tout. Donc voilà, c'est de facto en tout cas, ça a été un point sur lequel il y a sans doute un manque à gagner parce que l'attaque des Lakers se repose pas mal là-dessus, quoi. Et là, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, en termes de lancers francs provoqués, 65e centile, pas mal, premier match. Ensuite 19e, 22e, 35e, donc très bas, un dernier tiers de la ligue. Et puis de nouveau 66e, mais voilà. Pour une équipe qui d'habitude est élite là-dessus, il y avait des attentes sans doute qui étaient un peu meilleures que ça. Et puis voilà, après on arrive, dernier point sur l'attaque, mais on arrive un peu sur la question de LeBron James en fait. LeBron James qui est-il désormais? C'est quoi LeBron James actuellement? Et je pense que le cas est d'autant plus compliqué que on a tellement connu LeBron comme LeBron en fait. Et là le problème c'est que LeBron n'est plus totalement LeBron. Et que c'est un peu inédit pour nous. Mais je pense que c'est compliqué de s'en détacher. Mais j'ai l'impression, en tout cas aujourd'hui, l'an dernier c'était pas le cas, mais là actuellement je suis un peu plus à l'aise pour affirmer que ouais, ça y est, enfin LeBron James offensivement, ce n'est plus le LeBron James un peu héliocentrique, qui pouvait être héliocentrique, qui pouvait prendre tous les ballons, qui pouvait tout décider. Là on a vu que à la fois la qualité de ses actions a un peu diminué, hein, le côté agressivité au panier, explosivité, même au niveau de la finition aussi, on a vu pas mal d'actions sur nos décryptages vidéo, pas mal d'actions, il va au panier mais ça décolle plus tant bien,
plus si bien que ça, pardon, au niveau du dernier appui, alors qu'avant, bah oui, c'était facile, quoi. Donc, explosivité un peu perdue, et puis, non pas que la qualité, mais même la fréquence de ces bonnes actions, on voit qu'il n'y a plus autant de jus dans le moteur que ce qui pouvait être le cas avant, quoi. Avant, le LeBron qu'on connaissait, c'était LeBron qui, bah déjà, s'il faut, il peut faire un pick and roll à chaque action, et il le faisait, d'ailleurs, il était impérial. Là, on voit que c'est plus le cas, on voit qu'il y a besoin, et du coup, peut-être que c'est Darvin Ham qui paye les pots cassés un peu, mais il y a besoin d'avoir d'autres créateurs à côté de lui, parce que lui ne peut pas le faire tout le temps, déjà. Et donc, ça donne un peu cette impression de... Bah, c'est LeBron, mais c'est pas totalement LeBron, quoi. Et donc, c'est un peu bizarre pour nous. C'est un peu bizarre, mais en même temps, si on oublie que ce mec-là s'appelle LeBron James, et si on oublie tout ce qu'on sait de lui, bah, c'est vrai que finalement, bah, les Lakers peut-être manquent de cette première option d'ultra élite, quoi, de création d'élite. Et je pense que le plan, et ça peut encore marcher, c'est d'avoir un LeBron qui fait ça de manière un peu plus mesurée, on va dire, qui arrive un peu à sortir de sa boîte quand il faut, mais clairement là, une série contre Denver, je dis pas contre d'autres adversaires, hein, peut-être ça aurait pu passer contre d'autres, mais une série contre Denver, je pense que c'est le type de série où tu aurais voulu un porteur de balle d'élite, l'ancien porteur de balle d'élite, qui fait mal au pick and roll, en fait. Parce que c'est comme ça que tu attaques cette défense, c'est le pick and roll. Et là, on l'a pas eu. On l'a pas eu, ça fait quand même 2 ans de suite qu'on l'a pas, alors que sur le papier, on est là, théoriquement, ça pourrait être parfait, mais on l'a pas concrètement. Donc voilà, LeBron, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais en attaque, et encore en attaque, c'est peut-être l'endroit où c'est le moins pire, je trouve. Mais alors justement, transition parfaite, parlons un peu de la défense sur cette série. Je pense que Anthony Davis a fait une série monstrueuse, mais que c'est juste, ça s'est juste pas vu, quoi. Ça s'est juste pas vu à cause du score, évidemment, et puis à cause aussi du fait que Jokic est un peu enfin, il annule totalement cet avantage de Davis, quoi. Parce que Davis, n'importe quelle autre série, il peut rayonner à la fois on-ball et off-ball. Ben là, le problème, c'est que contre Jokic, tu peux pas, quoi. Et c'est pas pour dire que Davis est nul, c'est juste que Jokic, en fait, il a les solutions à tout, quoi. Voilà, comme on a déjà parlé. Et même, voilà, je trouve que malgré tout, il fait une série qui est quand même assez monstrueuse des deux côtés du terrain, mais surtout défensivement. Mais voilà, le style d'attaque de Denver fait que tu n'es pas obligé d'aller te frotter à Davis, peut-être on peut dire. Et puis même quand tu le fais, voilà, Jokic, il y a pas mal de fois où il arrive quand même à faire son 1 contre 1 contre Davis, mais je voulais quand même souligner le excellentissime performance défensive de Davis qui y a pas mal de fois aussi où bah, c'est pas de sa faute. J'ai pas mal d'actions en tête là qu'on a décrypté le match 2, mais où c'est Taurean Prince qui reste pas dans le gap assez longtemps. C'est tel joueur, je sais plus, c'est Austin Reeves qui fait pas le peel switch et qui revient pas sur le pick and pop, et donc ça met un peu de facto Davis dans une mauvaise position, parce que on croit que c'est lui qui coulisse pas sur Jamal Murray, mais en fait c'est pas vraiment lui. Non, bref, pour le coup, je sauverai quand même Davis, qui a été assez impérial pour le coup, comme souvent, comme d'habitude. D'ailleurs, Anthony Davis assez incroyable, même si, bah oui, il y a une limite de toute façon à ton impact que tu peux avoir sur à la fois Jokic l'individu et à la fois les Jokic offense en tant que collectif. Voilà. Davis a été le meilleur possible, mais il y a quand même des limites à ce rôle-là. La défense collective, pas si mal que ça, j'ai trouvé globalement. Et même, je pense que si vous prenez un peu les chiffres, vous verrez que, bah, franchement, les Lakers sont pas à la traîne, hein. Les Lakers font de plutôt bonnes performances face à cette attaque qui, justement, peut un peu tout faire. Il y a eu des fins de match assez folles. Il y a ce fameux 3 points de Michael Porter Jr. là, avant le game winner match 2 de Jamal Murray. Il y a un 3 points qui sort de nulle part avec un ballon qui est balancé en avant, vous savez, de Jokic, qui est sauvé sur la ligne de fond par Aaron Gordon, qui remet un peu comme il peut à n'importe qui, il voit pas à qui il fait la passe. Et il y a Michael Porter Jr. Enfin bref, il y a eu des séquences un peu folles et des fins de match qui ont tourné à l'avantage des Nuggets, pardon. Mais les Lakers ont été, je trouve, défensivement assez haut niveau, pour le coup. Vraiment. Alors après, oui, vous allez me dire, manque de réussite à 3 points de Denver, peut-être qu'avec une réussite normale, peut-être que ça fait un peu plus le travail, comme on dit, un peu plus rapidement, un peu mieux peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, dans les faits, moi j'ai trouvé que c'était assez équilibré, et notamment parce que la défense était quand même au niveau. Donc voilà, c'est quand même à souligner. Et d'ailleurs, un point que j'avais envie de souligner aussi, qui est assez important, regardons un peu l'attaque et la défense d'ailleurs de demi-terrain de cette série. Denver, sur demi-terrain, a scoré 97,4 points par 100 possessions. Donc sur demi-terrain, offensive rating de demi-terrain, 97 points marqués, 97,4 par 100 possessions. Les Lakers, combien de points ont marqué les Lakers sur demi-terrain ?
Eh bien, ils en ont marqué 97,4. Voilà. Exactement le même chiffre, exactement la même production de Denver en attaque que de Lakers en attaque sur demi-terrain. Mais le problème, c'est qu'il y a une différence, quoi. Il y a une différence, c'est que ça se joue pas à l'efficacité, ça se joue un peu partout ailleurs, quoi. Donc ça se joue au nombre d'opportunités que tu vas avoir en tant qu'attaque, donc pas que sur demi-terrain. Et puis c'est aussi à plein d'autres éléments, mais c'est là où on en revient un peu à la bataille des possessions. Et c'est peut-être un excellentissime exemple de ça. C'est-à-dire que au niveau de l'efficacité en soi, les deux sont au même niveau, hein, littéralement au même niveau, à la virgule près. Mais par contre, si Denver arrive à avoir plus de cartouches que l'adversaire, pour la même efficacité, ça donne plus de points. Et donc ça donne t'es devant en finale, quoi. T'es devant en finale sur pas mal de matchs. Et donc c'est un peu ce qu'on a eu, notamment là où Denver a fait du mal à cette défense des Lakers, c'est le rebond offensif, notamment, où ils ont pris 26% de rebonds offensifs, comparé aux Lakers qui en ont pris, eux, de leur côté, à peine 18. Donc on voit bien que les attaques de demi-terrain sont pareilles, sont identiques, mais il y a plus de deuxième chance côté Denver, donc plus de points aussi. Transition, c'est un peu kiff-kiff. Denver, 14% de tirs en transition, de fréquence de transition, pardon, là où les Lakers, c'était 13%. Mais voilà. Globalement, je trouve que on n'a pas eu un grand Denver. En effet, on aurait pu avoir un Denver avec plus de réussite à 3 points. On n'a pas eu un Denver fantastique, mais je trouve qu'il faut quand même souligner la bonne défense des Lakers, qui a aussi des faiblesses, hein, comme dit. Voilà, Denver qui a une excellente attaque pour aller au rebond offensif. Les Lakers qui le payent un peu au niveau du rebond, selon certains line-up et selon certains choix qui sont faits. Mais je trouve que c'est un peu facile de dire, expédier, Denver meilleur, etc. Non. On n'a pas eu un grand Denver, peut-être. Peut-être que eux, ils auraient pu faire mieux intrinsèquement. Mais je pense qu'on a aussi eu un Denver qui n'a pas été magnifique parce que défensivement, les Lakers, c'était pas mal, quoi. Donc voilà, un peu de nuance. Je suis désolé, j'ai pas une hot take très tranchée, mais c'est un peu mon avis sur la série. C'est que on a eu 5 matchs cette fois et pas 4. Mais encore une fois, 5 matchs très disputés et le score ne reflète pas ça. On a eu dans le jeu pas mal de batailles, pas mal de choix imparfaits côté Lakers, pas mal peut-être un manque de réussite côté Denver, et peut-être que l'écart réel est peut-être plus grand que l'écart qu'on a eu de facto, mais dans les faits, je trouve qu'on a eu 5 matchs de bonne qualité et un affrontement qui a été pas si éloigné que ça. Vraiment, je pense que si vous êtes fan des Lakers, vous êtes déçus, mais en même temps, voilà, vous êtes contre le champion en titre, vous êtes en tant que 7e ou 8e, 7e du coup, 7e seed de playoff. C'est pas une honte non plus, hein, de tomber face à Denver, mais je trouve que la série a été assez intéressante et assez disputée, surtout. Bon, alors, deuxième partie, après le bilan de cette série, le bilan peut-être de la saison des Lakers, assez rapidement, parce que, vous le savez, on fait aussi un format durant l'intersaison qui est le bilan équipe par équipe, à travers notre format des stats de la saison. On fait un bilan en 10 points clés de chaque équipe. Donc, je le fais un peu rapidement, mais il faut quand même le faire aujourd'hui, après que les Lakers aient été éliminés. Bilan de saison rapide, donc, en termes de net rating, donc différentiel attaque-défense, les Lakers étaient à +2. C'est-à-dire que leur attaque, le différentiel attaque-défense était de +2 points générés par 100 possessions. Le chiffre, on ne sait pas trop à quoi il correspond, évidemment, moi non plus. Donc ce qui est important, c'est d'aller de voir à quoi il correspond, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'an dernier, la fin de saison des Lakers, donc en 2023, la deuxième partie, les Lakers avaient un net rating de +5 à l'époque. +5. Or, justement, par rapport au standard du net rating, +2, donc comme actuellement cette année, c'est une bonne équipe. +5, on commence à les titiller, voire même on est carrément dans des standards de équipe finaliste de conférence. Donc, c'est là-dessus où je pense que le run de l'an dernier était surprenant peut-être, mais en fait, sur toute la deuxième partie de saison, et pas seulement les playoffs, sur toute la deuxième partie de saison, ils avaient carburé avec un rythme de vrais finalistes de conférence. Ils étaient bas en termes de seed, parce qu'il y a toute la première partie avec les victoires et les défaites qui se sont accumulées, ou pas accumulées pour les victoires notamment. Mais en vrai, 2023, ils arrivaient sur un rythme de deuxième partie de saison où ils étaient à +5 de net rating, qui était un rythme de finaliste de conférence. Et là, +2, déjà, vous voyez qu'on n'a pas eu trop la confirmation de ça. On n'a pas eu la confirmation de ce run de fin de saison 2023, deuxième partie de 2023. Et c'est peut-être ça aussi qui a été un peu la déception pour pas mal de gens, c'est qu'on n'ait pas eu tant que ça une déception de ce qu'on a vu l'an passé.
ce qu'on avait vu en fin de saison l'an passé, deuxième partie de saison, et en playoff. Et je pense qu'en partie, pas mal de déceptions et de doutes sont venus de là. On commençait un peu à avoir pas mal d'attentes, et finalement, on est revenu vers une sorte de banalité, alors, qui n'est pas non plus nulle, hein. Plus de net rating, c'est pas mal. C'est une bonne équipe, quoi. C'est pas... Il y a des équipes, hein, on va pas les citer, mais qui étaient en play-in ou en play-off, qui sont autour des 0 de net rating. C'est-à-dire que le différentiel attaque-défense, littéralement, il est neutre, quoi. Il est nul, littéralement. Lakers plus 2, c'est pas mal, quand même. C'est pas mal. Mais bon, voilà. Peut-être un biais de déception par rapport à l'an dernier, ou une déception tout court, hein, parce que t'as de plus grandes attentes, hein. Mais pour dire aussi, donc, 12e attaque de NBA, 12e sur 30, et 16e défense cette saison, donc pour les Lakers. Et plus que ça, en fait, plus que les chiffres, parce que là, je donne des chiffres un peu de moyenne générale, évidemment, mais je pense que vous serez d'accord si vous êtes fan des Lakers, c'est qu'on n'a jamais, je trouve, hein, jamais réussi à re-enclencher ce qu'on avait vu sur le run de fin de saison l'an passé, alors que l'effectif était à peu près le même. Et en fait, je trouve qu'on n'a jamais réussi à re-enclencher et à garder une certaine forme et une certaine régularité sur toute la saison. Donc c'est pas seulement le fait que, oui, on était en finale de conférence en mai dernier, pardon, et aussi le fait que on avait des attentes par rapport à ça, on a grosso modo le même groupe, et pourtant, on a été quand même assez irrégulier, et ce qui fait que ça a coincé, quoi. Et moi je suis un peu, je suis peut-être, j'étais très fan de cette équipe, et j'en ai parlé beaucoup cette saison, peut-être plus que ce qu'on aurait dû, d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas, vu l'irrégularité, mais moi, personnellement, ça a été un peu mon expérience en tant que spectateur un peu neutre et qui a essayé un peu d'analyser, mais je trouve qu'on a eu des gros matchs, on a eu des grosses performances, mais on a eu aussi pas mal de déceptions, et de déceptions sur des matchs où on n'aurait pas dû être déçu. Il n'y a jamais eu, je trouve, ce côté, on arrive à enclencher un rythme et avoir une vraie dynamique. Ça a toujours été un peu les montagnes russes, cette saison, avec de bonnes perfs, ok, mais aussi des plus mauvaises. Je pense que, d'ailleurs, dans ce bilan-là, il faut parler un peu de Darvin Ham, qui, comme dit, je trouve que les critiques sont un peu exagérées, mais en effet, peut-être que, d'abord, le style de management n'a pas plu, et donc là-dessus, c'est un peu éliminatoire en NBA, hein. Si tu plais pas à ton vestiaire, tu peux être bon tactiquement, on s'en fiche, quoi. Donc, déjà, premier aspect. Mais c'est vrai que deuxième aspect, c'est quelqu'un qui a été beaucoup loué l'an dernier en playoff, et pas que les playoffs, mais on avait beaucoup loué son adaptation, son adaptabilité même, pardon, sa capacité à s'adapter. Et c'est quelque chose, ça, que tous les coachs n'ont pas, alors certainement pas les coachs rookies, comme c'était le cas en 2023, mais voilà, il y a des coachs qui sont là depuis 15 ans, on va pas les citer, mais on fait quand même coucou à Doc Rivers, mais qui sont mauvais de chez mauvais dans l'adaptation en playoff, et c'est ça qui coince à chaque fois. Doc Rivers, c'est un bon coach de saison, mais en playoff, ça bloque parce qu'il sait pas faire les bons ajustements, quoi. Et ce qu'on avait vu de Darvin Ham, c'est que lui était capable. Et je me demande à quel point on n'était pas un peu en début de saison sur de la suradaptation. Et c'est beaucoup de fans des Lakers un peu, du coup, lui ont tapé dessus à partir de ce moment-là. Ce côté, comme déjà dit tout à l'heure, mais un peu versatile dans les rotations, un peu trop de changements. Peut-être un peu trop dans l'adaptation de tel ou tel match-up. Et même si, sur le fond, je peux comprendre, et moi, ça me choque pas, il y a quand même la donnée très, très concrète et réelle de si ça passe pas avec le vestiaire, ça passe pas, quoi. Moi, sur la théorie, ça me dérange pas. Ça me dérange pas une certaine rotation. Je sais pas, vous allez voir Manchester City en foot, par exemple, une rotation constante de tous des 8 milieux offensifs et des ailiers, enfin bref, ça bouge partout. Sur le principe, j'ai aucun problème, mais au-delà de ça, moi, Guillaume Basket Lab, on s'en fiche, en fait. Si le mec fait ça en poussant le curseur un peu trop loin et que c'est mal vu par le vestiaire, c'est une donnée à prendre en compte, quoi. On n'est pas que dans la théorie quand on est coach NBA. On est aussi dans un peu la réalité. Et je pense que ça il a pas marqué beaucoup de points avec ça. Alors d'ailleurs, je n'ai même pas dit, mais pardon, j'enregistre, effectivement, il a déjà été viré, Darvin Ham. Il a été viré, c'est officiel, ça y est. Et je pense que ça n'a pas dû aider. Et on a vu d'ailleurs on a vu toute la saison que les mecs n'étaient pas contents, qu'Anthony Davis n'était pas content, que LeBron, c'était pas top non plus. Et même on a vu dernièrement que, voilà, D'Angelo Russell et Austin Reeves, apparemment, auraient très mal pris le fait d'être benchés en début de saison. Et encore une fois, moi ça me dérange pas, j'arrive à comprendre, mais dans la réalité de la NBA, c'est vrai que les mecs ont un statut et tu peux pas leur dire vous allez sur le banc parce que là le match-up il est bon et je préfère avoir des 3&D comme Taurean Prince et Cam Reddish pour l'instant. Et puis toi tu sors du banc. Non, t'as D'Angelo Russell, t'as Reeves. Dans la réalité des choses, j'ai envie de dire que ça il est un peu payé. Il est un peu payé et c'est pas que lui, hein.
Mais ça, je pense que concrètement, ça a peut-être été une erreur. Autant, je trouve que tout le monde a un peu retourné sa veste rapidement, même trop rapidement, par rapport aux louanges qui étaient faites en playoff 2023. Je pense. Je pense que dire que c'est un mauvais coach tactique, c'est un non-sens. Enfin, je suis pas d'accord du tout, mais alors pas du tout, parce qu'on voit quand même de bonnes choses. Mais par contre, oui. Bah, si le mec est pas bon sur le style de management et sur la gestion du vestiaire, et qu'il s'est mis à dos des mecs dès le début de saison, et que en plus, LeBron, c'est quelqu'un d'assez compliqué à satisfaire aussi, on le sait. Bref, si t'as pas le vestiaire, tu peux être bon, voire même moyen tactiquement, même si vous voulez me concéder seulement un niveau moyen. Mais oui, il faut le vestiaire, quoi. Et je pense que ça a peut-être été une erreur. Je sais pas à quel point c'est l'aspect vestiaire entente, je sais pas à quel point c'est lui, sa suradaptation, ses rotations qui n'ont pas aidé. Mais de facto, on a eu un effectif des Lakers, et une saison des Lakers qui a été en dents de scie. Et la plus révélateur, je pense que l'effectif aussi joue pour beaucoup. Parce que Gabe Vincent, qui était censé être un élément clé, a été blessé toute la saison. Je pense que des joueurs gadgets comme Vanderbilt, qui étaient des gadgets utiles, il a pas mal manqué de matchs. De l'autre côté, oui, il y a des joueurs sympas qui ont été signés pour pas grand-chose, donc ça coûte rien, mais bon, voilà, on a bien vu que Jackson Hayes ou que Christian Wood, c'est du gadget de chez gadget, quoi. C'est, oui, tu peux rentrer pour un rôle précis, quelques minutes en saison régulière, mais bon, c'est en termes de profondeur d'effectif aussi, ça n'a peut-être pas dû aider, je pense. Mais voilà. Et puis ensuite l'aspect LeBron qu'on a déjà un peu développé, mais qui sans qu'on s'en rende compte, est en train d'évoluer et n'est plus du tout un porteur de balle principal, comme ça pouvait être le cas même encore en 2020. L'année où ils vont au titre, pour moi, il est encore dans ce rôle-là, même si un peu plus dilué, mais tout de même ce rôle-là. Là, c'est vrai que la dilution a atteint un niveau plus grand, on va dire. Et en effet, dans le bilan de la saison assez rapide qu'on veut faire aujourd'hui, je pense qu'il faut le noter. Il faut le noter, c'est que LeBron, c'est plus LeBron. Qu'est-ce que c'est ? Ça reste encore à déterminer. Est-ce qu'on peut gagner le titre encore avec lui ? Moi, je pense que oui. Peut-être plus 4 ou 5, mais il y a encore une bonne chance avec le bon environnement, bien entouré, bon coaching, etc. On peut faire des trucs encore pas mal. Mais il est peut-être temps de laisser tomber un peu ce côté, LeBron, c'était le LeBron d'avant, quoi. On est enfin peut-être passé un peu de l'autre côté, même si, en effet, par exemple, regardez les stats d'efficacité, il est très efficace, mais il a aussi une méga réussite, j'ai pas envie de dire surchauffe, mais il est très très efficace au niveau du 3 points, et donc ça aide à relever le tout, l'efficacité globale. Mais vous regardez dans le jeu, au niveau des drives, au niveau des tirs à 2 points, etc., en fait, c'est pas si différent que ça de l'an dernier, quoi. Donc, oui, il est beaucoup plus efficace, mais parce que les 3 points sont rentrés. Donc, tant mieux. Mais c'est pas comme si on a de nouveau un boost d'efficacité qui est là juste parce que le mec est meilleur, il revoit au panier, etc. Non. Et puis, autre aspect, d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure dans le bilan de la série, mais la défense off-ball de LeBron, c'est ciao, hein, malheureusement. Pardon pour l'expression, mais non, mais c'est un peu fini, quoi, j'ai l'impression. Autant l'attaque, on arrive un peu à limiter les dégâts, je trouve, hein, de l'âge. Autant la défense off-ball, qui était... Et pourquoi j'insiste, c'est parce que c'était la véritable force de LeBron. Je veux dire, les schémas, on en a déjà parlé, mais les schémas de Miami, à l'époque de Dwayne Wade et LeBron, les schémas sont agressifs et toute l'identité du hit de Miami se base sur le fait que Wade et LeBron sont des extraterrestres en termes de défense en deuxième rideau, en termes de défense off-ball, de protection du panier par rapport à un poste d'ailier ou de derrière. Voilà. LeBron a porté cette identité un peu défensive, qui était une anomalie dans l'histoire, d'ailleurs. Et là, c'est fini, quoi. Donc c'est peut-être aussi une déception par rapport à ces standards extrêmement élevés auxquels il nous a habitués. Mais là, c'est vrai que la saison régulière, on a vu que ça flottait un peu, quoi. On faisait pas toutes les rotations, euphémisme de l'année. Et surtout, moi, là où j'ai été un peu étonné, c'est en playoff. En playoff, moi, je me disais, comme d'habitude, avec LeBron, il y a toujours un peu ce côté SR versus PO, saison régulière versus playoff, où ça fait un paquet d'années maintenant qu'il est un peu plus cool, défensivement notamment, en saison régulière, et puis ensuite, il remonte un peu il rehausse le ton en playoff. Là, c'était pas le cas. C'était pas le cas non plus, donc voilà. Faut aussi voir ça maintenant et faire le bilan de, ok, même en playoff, même contre Denver, même donc avec beaucoup d'enjeux, etc., hein, les rotations, il les faisait pas toutes, pardon. Donc voilà. Dans le cas LeBron, on a parlé de l'attaque, mais je pense que ça mérite aussi de parler un peu de la défense comme ça. Bon, mine de rien, d'ailleurs, dans le bilan de saison, champion de In-Season Tournament. Personne ne l'a évoqué, j'ai l'impression, tout le monde l'a oublié. Mais ils ont été champions du premier In-Season Tournament, hein, mine de rien, à noter dans ce bilan, bien évidemment. Après, c'est vrai que, pour parler un peu de l'équipe, j'ai l'impression que
sur ce côté, vous savez, rotation et irrégularité et instabilité peut-être. Le mot n'a pas encore été prononcé, mais ça y est, il est prononcé. Et au niveau de cette instabilité, je pense que c'est justement un peu lié à LeBron. LeBron qui n'est plus le porteur de balle dominant ou élite. Et en fait, on s'en rend peut-être pas compte parce que, encore une fois, il y a le nom LeBron. Mais cette attaque, finalement, c'est un peu un agrégat de plein de petits créateurs sympathiques, mais aucun génial et aucun héliocentrique. Cette attaque, c'est une attaque qui est faite, j'ai pas envie de dire fait de briques et de broc, mais c'est plutôt un espèce de collectif avec plusieurs créateurs secondaires, je pense. En tout cas, pour des standards d'élite, d'équipe d'élite, on n'est pas sur des créateurs principaux. Voilà. On est plutôt sur une attaque un peu plaque tournante avec du LeBron, désormais. En termes de qualité, c'est toujours là, mais beaucoup moins en fréquence. Donc ça donne ça au final. Reeves aussi, sympathique, que j'aime beaucoup, mais on a vu aussi peut-être un peu des limites. D'ailleurs, c'est un peu ma déception. Grosse déception, est-ce qu'on n'aurait pas pu insister beaucoup plus avec Austin Reeves? Ça, je le mets peut-être aussi au discrédit, de Darvin Ham. Un vrai truc que je lui mets à son discrédit, c'est ça. Je pense qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux avec Austin Reeves, et que lui aussi peut-être a été un peu sous-utilisé, voire mal utilisé. Donc voilà. Et puis Russell aussi, mais qui lui aussi, Russell, créateur secondaire, on va dire, dans des contextes d'élite, mais c'est sympathique, mais c'est pas élite, quoi. C'est pas James Harden, hein, Russell. Donc ça, on est d'accord. Et donc voilà, ce qui fait qu'on a une attaque qui a un peu cette tête-là, on va dire, un peu un agrégat de plein de petits créateurs sympathiques, mais pas géniaux. Et surtout, je pense que le problème, pour moi, bilan de la saison, pour moi, le problème, c'est que Darvin Ham a un peu galéré avec les rotations. Il a un peu galéré, et j'ai trouvé que j'en ai vu pas mal. Hein. Vraiment beaucoup de matchs des Lakers cette saison, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler aujourd'hui. C'est que je trouve qu'on a eu un flou au niveau des rotations, et je peux comprendre l'idée, mais en même temps, on est aussi obligé de constater un peu l'échec de ça. C'est-à-dire que qui faire jouer avec qui? Voilà. Il y a quatre joueurs majeurs, on va dire, dans cette équipe. On a donc LeBron James, Davis, Austin Reeves et D'Angelo Russell. Et en fait, on a alterné toute la saison de qui est-ce qu'on fait jouer avec qui. Autant d'autres équipes, c'est un peu plus clair. Par exemple, Jokic, principal, et puis ensuite, quand il va sur le banc, Jamal Murray, c'est la Jamal Murray offense, ok. Et puis quand ensuite Murray s'en va sur le banc, de nouveau Jokic. Et puis à la fin, au début et à la fin, on les fait jouer ensemble. Ok, c'est assez clair. Là, j'ai trouvé que dans ce bilan de saison, je pense qu'on est un peu obligé de le souligner, mais Darvin Ham a un peu galéré là-dessus. Il a un peu joué avec tout, en fait. Il a appuyé sur tous les boutons un coup et puis l'autre. Notamment, ce qui a été testé, c'est d'abord Austin Reeves avec LeBron James. Voilà, ce duo-là. Et donc, de l'autre côté, plutôt un duo D'Angelo Russell, Anthony Davis. Et moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est le duo Austin Reeves, LeBron, qui est peut-être un des meilleurs duos de NBA, je trouve, dans sa polyvalence. C'est un duo qui peut être joué d'un côté comme de l'autre. Reeves en porteur de balle ou LeBron en porteur de balle, et donc pareil, l'un ou l'autre en poseur d'écran. Ça peut libérer des pick and roll, ça peut créer des switches aussi en tête de raquette, ça a beaucoup été utilisé pour ça. Ça peut d'ailleurs un peu libérer le rôle de LeBron en tant que vrai poseur d'écran qui roule au panier. Ça peut libérer donc les fameux pick and roll inversés avec le pick and pop, cette fois, de Austin Reeves. Donc ça peut être utile, hein, cette arme-là, du pick and pop face à certaines situations. Parfois même, c'est un ghost screen, c'est même pas forcément un écran posé, c'est Reeves qui fait une course croisée pour un pick and pop. Ça peut aussi servir à créer des mismatchs et des switches pour ensuite aller les exploiter post bas, ça a été beaucoup fait. Donc ça, ce duo, pour moi, il a fonctionné cette saison. Mais de l'autre côté, c'est vrai que le duo D'Angelo Russell et Anthony Davis, du reste, à côté, sur les autres minutes, ça marchait pas trop. Ça marchait pas trop parce que Russell n'a pas le profil de passeur pour... c'est pas un top passeur de pick and roll hyper dynamique, comme peut-être aurait besoin Anthony Davis. Bref, ça marchait pas. En tout cas, il a rechangé. Il a tenté du Austin Reeves avec Anthony Davis. Ça peut aussi s'imaginer avec, de l'autre côté, du coup, plutôt Russell, le shoot de Russell, shooter un peu d'élite avec à côté de LeBron James. Mais donc, on n'avait pas tout l'aspect dynamique non plus de Austin Reeves avec LeBron James. On a testé aussi du LeBron avec Anthony Davis, plutôt comme duo. Et donc, sur les minutes où les deux n'étaient pas là, de nouveau, Austin Reeves avec D'Angelo Russell. Mais là, c'est pas non plus une compatibilité qui est génialissime. Bref, je pense qu'on a un peu tout testé, on n'a jamais vraiment trouvé la bonne solution. Et c'est un peu à noter dans ce bilan de saison, à mon avis. L'autre aspect aussi qui est à noter et qui est une vraie déception pour moi, c'est en termes de line-up et de construction d'équipe. Donc, pas que line-up et pas que le fait de Darvin Ham qui utilise les mecs,
la construction d'équipe aussi, pour moi, n'est pas bonne et pas parfaite, dans le sens où on avait une attaque, enfin, une équipe qui était certes small, mais qui n'était pas pour autant space. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On avait effectivement des line-up plutôt small ball relativement, avec notamment Anthony Davis au poste 5, mais pourtant, on n'avait pas des line-up qui étaient en space out maximum ou au maximum de leur capacité. Et ça, pour moi, c'est dommage. C'est plus que dommage. Pour moi, c'est pas normal. Parce que, en fait, tout le secret et tout l'avantage d'avoir Anthony Davis au poste 5, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur structurelle d'avoir un mec qui peut jouer poste 5 et être ton protecteur de panier, et donc qui peut te permettre d'insérer à côté de lui un extérieur. Et donc, forcément, quelqu'un qui va shooter. C'est ça la vraie valeur, en fait, pour moi. La valeur structurelle de ce mec-là, c'est que si tu arrives à le décaler au poste 5, il est totalement capable d'être le poste 5, de faire les tâches défensives et offensives d'un poste 5. Protection du panier, le volume off-ball en défense, plus de l'autre côté du terrain, un peu de post-up, de la finition verticale, etc. etc. Mais surtout, si lui, tu le mets poste 5, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir un pivot à côté. Il n'y a plus besoin de faire ça comme à l'époque, hein, Dwight Howard, Jamal McGee, etc. Mais donc, si tu fais ça, l'avantage de faire ça, c'est que tu peux insérer, non pas un pivot, mais un extérieur à côté. Et pour moi, c'est ce qui n'a pas été fait. Et j'insiste parce que pour moi, c'est un des points centraux de cette saison, c'est que il fallait faire mieux. Il fallait faire beaucoup mieux en termes de construction d'équipe. Pour moi, c'est genre, t'as un cheat code, t'arrives à le déverrouiller, mais tu ne l'exploites pas. Vraiment, pour moi, c'est ça. C'est Davis en 5, c'est un peu un cheat code. Parce qu'il te permet de faire ça, il est quand même assez solide pour être 5. Donc tu te dis, bon, cool, on peut rajouter du spacing à côté. Et ça n'a pas été fait. Donc là, je trouve ça un peu dommage. Parce qu'en fait, quitte à faire ça, pourquoi ne pas partir carrément sur du full defense, en fait? Pourquoi ne pas repartir sur, on va chercher un autre pivot de qualité, et peut-être donc ne pas avoir la 16e défense de NBA, mais la 5e ou la 4e, quoi. Si on va chercher un Brook Lopez, je dis n'importe quoi, hein, je dis des noms comme ça, mais si on va chercher un top défenseur à côté de Davis, quitte à avoir un non-shooter, autant que ce soit un non-shooter qui va être élite en défense. Et là, je trouve qu'on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça en termes de line-up sur le terrain, ce qu'a fait Darvin Ham, notamment le cas à Hachimura, mais c'est ce qui n'a pas été fait en termes de construction d'effectifs pour moi. Parce que Christian Wood, comme dit, c'est sympathique, mais c'est gadget, quoi. Vanderbilt, c'est top pour la défense, mais t'as pas le spacing, quoi. Donc je sais pas. Là-dessus, j'ai été un peu déçu parce que Davis en 5, ça permettait de débloquer un truc qui n'a pas été débloqué. Donc ça, c'est dommage. Et d'ailleurs, Lakers, pourtant qui joue donc avec Davis, qui d'habitude aime bien jouer poste 4, mais qui l'a joué poste 5, donc Davis un peu décalé, les Lakers, illustration de ça, 28e fréquence de NBA à 3 points. 28e sur 30. Pour moi, c'est pas normal, ça. Pour moi, si tu arrives à décaler Davis poste 5, qui donc, par ailleurs, peut aussi être... Mais voilà, en attaque, c'est pas un poste 5 forcément poste bas, il apporte aussi une certaine dose d'espace aussi, il peut faire un peu de pick and pop au moins à mi-distance, il a des skills un peu dans le périmètre, il peut jouer dans des five out, pardon, on l'a déjà vu, d'ailleurs contre Denver, donc des séquences un peu où il est pas en tête de raquette, mais carrément à 3 points avec 2 shooters de chaque côté. Donc voilà, lui-même apporte un peu d'espace, quoi. Donc c'est un peu dommage pour moi de gâcher ça. Et notamment en 28e sur 30, avec ce joueur-là en poste 5, qui n'est pas un poste 5 un peu à l'ancienne, pour moi c'est dommage et c'est un énorme manque. C'est un peu un raté côté saison Lakers. Alors je ne sais pas si vous voulez l'attribuer à Rob Pelinka ou alors Darvin Ham, vous faites ce que vous voulez, mais je trouve que c'est un manque. C'est un manque et c'est un peu dommage. Ou alors on peut attribuer le côté aussi à pas de chance, parce que moi je suis pas fan de Hachimura, qui est un peu à compromis et qui est génial nulle part, notamment qui n'a pas de spacing, mais qui va pas être génial en défense. On peut aussi regretter le fait que Vanderbilt, peut-être, ait été blessé, parce que oui, on a vu des matchs, notamment le match aux Warriors en janvier, là, qu'on avait décortiqué sur Twitch, si ça vous intéresse, replay sur YouTube, mais on a vu qu'il y a des line-up où, certes, t'as pas le spacing, mais Vanderbilt plus Davis en raquette, c'est quand même pas mal, quoi. Donc, faute à pas de chance, et en même temps, Vanderbilt, il se blesse beaucoup, c'est un peu la nature de ce joueur aussi, mais oui, il y avait peut-être aussi un monde où soit tu partais sur plus de spacing, soit tu partais sur plus de défense avec un vrai pivot ou alors un vrai défenseur d'élite, quitte à sacrifier l'attaque, mais au moins t'étais peut-être top 5 en défense, quoi. Donc voilà, on n'a pas eu ça. Je trouve ça un peu dommage. Et
C'est vrai que avec cette attaque, j'ai dit 28e sur 30 en termes de fréquence de 3 points, on a un peu une attaque polarisée. C'est-à-dire, 28e et donc quasiment dernier. Hein. Bon, 28e sur 30, c'est pas dernier, mais vous avez compris. Très très mauvais en termes de 3 points, de fréquence de 3 points. De l'autre côté, les mecs sont deuxième en termes de fréquence au panier et même premier en termes d'efficacité. Donc voilà, vraie attaque polarisée avec on va beaucoup au panier et on est élite en termes de réussite au panier. Et de l'autre côté, on prend assez peu de 3 points. Et d'ailleurs, petite note, c'est pour ça qu'on disait que sur le bilan de la série contre Denver, Denver est quand même plutôt pas mal pour empêcher les tirs au panier, ce qui fait que si les Lakers ne prennent pas beaucoup de 3 points, mais qu'en plus leur force c'est d'aller au panier, et que Denver arrive un peu à gommer ça, oui, c'est un peu compliqué, mais bref, fin de la parenthèse. Donc attaque assez polarisée de ce point de vue-là entre le panier et les 3 points, et puis polarisée aussi parce que deuxième au niveau des lancers francs, au niveau du taux de lancers francs, deuxième de toute la NBA, donc élite en termes de provocation de faute, mais par contre 29e en termes de rebond offensif. Et là, vous voyez là, plus que la fréquence de 3 points, plus que le nombre de 3 points qui vient illustrer le manque de spacing et l'avantage que tu ne tires pas avec Davis au poste 5, pour moi là, on a une encore meilleure illustration. C'est-à-dire que tu es 29e au rebond offensif. Oui, c'est normal. C'est parce que tu as Anthony Davis au poste 5. Mais normalement, en fait, le compromis à ça, c'est que tu sais que tu es mauvais au rebond offensif parce que tu mets certains line-up en place sur le terrain, notamment un seul vrai intérieur qui est Davis, et puis plein d'extérieurs autour, et notamment Hachimura ou des mecs comme ça. Mais normalement, le compromis que tu fais, c'est certes, on n'est pas bon au rebond, mais parce que on est à 3 points. Le compromis, c'est on a certains line-up qui, ils sont pas efficaces pour aller batailler au rebond, mais par contre, qui ont l'avantage de shooter à 3 points. Et là, on a aucun des deux. Donc là, c'est dommage. Et on fera un peu des perspectives tout à l'heure pour construction d'effectifs, mais là, pour moi, c'est dommage. Et c'est presque pas normal. C'est un point à améliorer impérativement. Tu peux pas continuer comme ça. Tu peux pas être ce genre d'équipe qui perd un peu sur les deux tableaux. Il y a un choix à faire, et il y a un joueur de qualité à aller chercher et à mettre à côté de Anthony Davis pour moi, mais il y a un choix philosophique à faire pour moi. Soit tu joues gros, et tu as les avantages de jouer gros et aussi les inconvénients, soit tu joues petit, mais en allant chercher les avantages d'être petit. Mais là, on est dans un entre-deux un peu ambigu. Bref, voilà pour un peu l'attaque polarisée des Lakers. Le cas LeBron, oui, j'avais noté sur ma fiche, mais on a déjà parlé finalement au fur et à mesure, donc voilà. Mais oui, pardon, tout de même sur le cas LeBron, peut-être finir sur ça. C'est vrai que j'ai dit ce n'est plus un porteur de balle d'élite désormais. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est ? Si ce n'est plus un porteur de balle d'élite héliocentrique qui prend tous les ballons, qui joue tous les pick and roll, qu'est-ce que c'est LeBron ? Eh bien, je pense que aujourd'hui, il faut voir LeBron, et LeBron est désormais un profil polyvalent. Donc c'est quelqu'un qui ne va plus avoir un haut taux d'utilisation dans porter la balle et manipuler la défense, balle en main, pick and roll, isolation, etc. Mais par contre, c'est quelqu'un qui peut le faire un peu, pas des tonnes, mais il peut le faire tout de même. Il peut faire du post-up aussi. Il a toujours su, mais ça fait un peu partie de ce profil polyvalent qui peut être utilisé de plein de manières différentes. Le post-up également, surtout avec d'ailleurs les bons porteurs de balle pour avoir le bon switch et pour l'emmener au poste bas, deuxièmement. Et puis aussi en screener, en poseur d'écran, pardon, pour parler dans la langue de Molière, et on passe de celle de Shakespeare, mais oui, pour moi, il y a un peu ce profil polyvalent avec LeBron aujourd'hui c'est plus LeBron, c'est plus le LeBron, c'est plus le porteur de balle d'élite qu'on a connu. Par contre, c'est porteur de balle un peu, post-up un peu, poseur d'écran un peu. Et puis aussi, d'ailleurs, un peu de spot-up shooter désormais également, et le jeu sans ballon qu'on a toujours connu, mais là encore qu'on a vu un peu contre Denver, oui, on pourrait le voir plus. Mais pourquoi est-ce que je dis ça aussi ? C'est que, en fait, au fur et à mesure que le niveau de LeBron, finalement, décline, et de manière logique, évidemment, mais au fur et à mesure que le niveau de LeBron décline, et n'est plus ce porteur de balle d'élite, en fait, tu as besoin que la qualité de tes autres porteurs de balle s'améliore. Vraiment, si on a un LeBron qui se transforme de porteur de balle classique à la LeBron même, c'est son style de jeu qui a fait école, mais vraiment, si tu as LeBron qui se transforme depuis porteur de balle vers joueur plus polyvalent, pour compenser et pour mieux utiliser ce côté polyvalence, tu as besoin que la qualité des porteurs de balle augmente proportionnellement dans le sens inverse pour compenser.
Or, ça n'a pas été le cas. Je trouve que c'est un peu l'histoire de ces 2-3 dernières saisons, c'est que ça n'a pas été le cas. LeBron s'est transformé et décline de manière, encore une fois, de manière assez logique. Mais de l'autre côté, on n'a pas forcément eu suffisamment la qualité des porteurs de balles autour de lui qui s'est améliorée. Et tiens, d'ailleurs, puisque j'en suis à parler de ça, n'empêche, j'ai envie de souligner quelque chose que les Lakers font très bien depuis des années et qui passe un peu sous les radars. Mais je parlais de la qualité des porteurs de balles qui doit s'améliorer au fur et à mesure que LeBron décline. Et vous imaginez les Lakers, où seraient les Lakers sans l'explosion un peu sortie de nulle part, hein, littéralement, d'Austin Reeves? Est-ce que vous imaginez où seraient les Lakers sans ça? Sans Reeves qui, il y a 12, 15, 18 mois, n'était pas du tout un porteur de balle de ce niveau-là, quoi. Donc en plus. Mais bref, je tiens aussi pour pouvoir enchaîner sur un peu le côté les déceptions et les bonnes surprises de la saison, parce que, côté déception, Gabe Vincent, évidemment, mais qui a été blessé. Bon, je trouve qu'on en fait un peu beaucoup tout de même. Bon, certes, il a été blessé, mais il n'y a pas non plus un aspect dans tous les joueurs qui partent de Miami. La star, c'est Miami, la star, c'est les scouts de Miami et le système de Miami. Oui, mais bon, c'est une blessure, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez suivi la saison de Max Strus à Cleveland. Bon, ça va, quoi. Enfin, je veux dire, Gabe Vincent, c'est pas Kendrick Nunn, quoi. On n'est pas sur un joueur qui a fait une surchauffe un peu de mois de novembre, décembre. Enfin bref, c'est pas Kendrick Nunn, quoi. Non, Gabe Vincent, il est blessé. D'ailleurs, on l'a vu, il est revenu, il était bon. Bref, donc parenthèse mis à part, déception évidemment. Déception aussi Vanderbilt, peut-être, pour le côté blessure, là encore. Mais bon, à quel point tu peux être surpris avec Vanderbilt, quoi. C'est un peu... On le connaît, ça fait aussi partie de son profil, malheureusement. C'est pas quelque chose qu'il veut, hein, je veux dire, c'est pas un truc à travailler, mais il est aussi très sujet aux blessures, donc ça doit faire partie de l'équation. Mais de facto, dans le rendement final de l'année, déception également. Je pense que la déception, peut-être, c'est qu'on a eu pas mal de coups qui ont été faits. Bon, Dinwiddie, je pense, et pourtant, comme dit, je suis un de ses fans, mais Dinwiddie, un peu échec, un peu déception. Mais je pense qu'il y a des déceptions qui, parce que peut-être que t'espérais un peu plus sur des paris qui n'ont rien coûté, mais tu t'es dit, bon, ça aurait pu donner un peu plus. De type Christian Wood, peut-être que certains se disaient, moi j'en faisais partie d'ailleurs, un peu de dire, bon, ça peut peut-être libérer 2-3 trucs, si, peut-être si. Bon, finalement, non, c'est resté au stade de joueur gadget, donc voilà. Jackson Hayes, peut-être aussi, qui avait un peu besoin d'une deuxième draft, il l'a eu après les Pelicans. Bon, on a vu que c'était quand même assez limité, donc voilà. Mais on peut donc finir par quelques bonnes surprises, pas des déceptions, mais quelques bonnes surprises, et c'est pour cela que je liais ça à la qualité d'aller chercher, développer Austin Reeves également, tout à l'heure. Enfin, il y a 2 minutes, pardon, je me perds. Mais oui, pour moi, par exemple, Taurean Prince, excellente addition. Pour le tarif, évidemment, et pour le rôle, et tout est relatif, on est d'accord, mais Taurean Prince, plutôt bon joueur de rotation, alors que j'étais pas fan du tout pendant des années, mais ouais, on a un bon shooter, bon défenseur, au moins sur l'homme, donc ça c'est cool, pour le tarif où ça a été un vrai joueur de rotation pour vraiment pas cher. Cam Reddish aussi, je trouve que relativement aux attentes, le profil n'est pas parfait, il manque le shoot pour que ça soit vraiment très viable, un haut minutage en playoff, évidemment, mais oui, on nous a sorti un peu de nulle part un 3&D, quoi. Enfin, plutôt D que 3 du coup, mais non, un joueur de rotation qui a pu être un défenseur d'aile qui était sympathique, ma foi, pour le tarif et pour les attentes. Plutôt pas mal quand même, Cam Reddish pour le coup. Et puis Max Christie aussi. Max Christie, toujours aussi compliqué à prononcer, alors que pourtant je l'aime beaucoup. Mais oui, pour moi, on a eu un peu la confirmation des petits flashs qu'on a vus en année 1, ce qui fait que je l'ai d'ailleurs dans ma All Hipster Team, mais je suis assez content. J'en veux un peu à Darvin Ham de ne pas l'avoir fait jouer, notamment plus en playoff, mais ouais, pour moi, Max Christie, ça fait aussi partie de ces joueurs que les Lakers, un peu sortis de nulle part, arrivent à développer. Et mine de rien, il y en a pas mal des comme ça. On retient beaucoup les paillettes à Los Angeles, mais des bonnes surprises, des mecs sortis un peu de nulle part et développés de nulle part. Vous reprenez même depuis, mais pas que depuis 2 ans, vous reprenez depuis 10 ans, il y en a pas mal, quoi. Il y en a pas mal, et ce front office, paradoxalement, sur cet aspect-là, il bosse quand même pas mal. Alors, je sais pas si c'est le front office, le GM en soi, mais c'est le scouting, c'est le développement de joueurs, c'est pas mal de choses, quoi. Donc, pour moi, ça me paraît un peu incontournable aussi de finir là-dessus, sur ce côté développement de joueurs un peu sorti nulle part. On aimerait bien que ça fasse aussi les bons choix sur des gros salaires, on va dire, évidemment.
Mais voilà, ça fait partie du bilan pour moi, c'est qu'on a de bons points de ce côté-là. Bien, et donc dans ce podcast qui est déjà beaucoup trop long, mais passons à la troisième partie. Troisième partie, donc perspective pour la saison prochaine. Et oui, c'est ça qui est intéressant désormais. Bon, déjà, premièrement, Darvin Ham a été viré. Donc, on peut commencer par le commencement et le plus facile. Il va falloir un nouveau coach. Ok. Admettons pour l'instant qu'on reste dans une optique de compétitivité et qu'on ne fait pas tout péter, évidemment. Sinon, c'est un autre problème. Mais a priori, s'ils ont changé parce que, comme dit, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal tactiquement, mais si le vestiaire, tu as perdu le vestiaire, bon, bah, tu as perdu le vestiaire, donc ça ne compte plus. Donc il fallait changer, sans doute, ok, c'est fait. Maintenant, qui prendre? À la place de Darvin Ham, qui prendre? Bon, on a des candidats un peu évidents que sont Mike Budenholzer, évidemment, l'ancien coach des Bucks et des Hawks, qui a été excellent coach sur ses passages au niveau optimisation de saison régulière, peut-être un peu plus de limites en playoff, et encore, mais excellentissime coach pour moi, Budenholzer, qui a ce côté compétences tactiques et en plus peut-être de management, l'expérience, etc. Il sort du coaching tree des Spurs en plus, hein, si vous ne le saviez pas. Assistant de Popovich en 2013, le fameux tir de Ray Allen. Bref, je me perds, mais voilà, il a un peu cette double casquette de c'est le meilleur coach sur le marché, peut-être avec en plus l'expérience. Peut-être que pour peut-être que pour un vestiaire, comme les Lakers, ça peut passer. Ça peut passer. Je serais étonné que les Lakers là partent sur un nouveau choix en mode Darvin Ham, coach rookie, assistant. Voilà, je pense que Davis et LeBron ils vont dire non, pas possible, on a déjà fait, c'était sympathique, mais non. Là maintenant tu nous ramènes du vétéran. Donc voilà, Darvin Ham, non pas Darvin Ham, le pauvre. Pardon, je me perds. Budenholzer pour moi est un choix comme pour pas mal de contenders évidemment. Je pense que Kenny Atkinson, toujours pareil, est-ce que Kenny Atkinson va rester aux Warriors pour prendre la suite de Steve Kerr ou pas? Je ne sais pas, mais lui aussi est sur le marché. Après, on a pas mal d'autres assistants, mais vous voyez, typiquement pour les Lakers, je crois pas trop à tout ce qui est James Borrego ou des mecs comme ça, quoi. Je crois pas trop à Lindsey Harding, la coach des ligues, des Kings, voilà, des noms comme ça, des assistants un peu stars, Charles Lee de Boston, Chris Quinn de Miami, quoique, je ne sais pas, peut-être, mais j'y crois un peu moins en tout cas. Je pense que là le vestiaire va réclamer quelque chose de différent. Après, on connaît Pelinka, on connaît les Lakers, le vestiaire va peut-être réclamer un truc, ils vont quand même, voilà, Pelinka, je serais pas étonné non plus qu'ils viennent leur mettre dans les pattes Chris Quinn, hein, par exemple. Mais non, je pencherais plutôt pour du vétéran, donc Budenholzer évidemment. J'allais dire Doc Rivers. Non, j'espère pas pour les Lakers. Mais peut-être pour les Bucks, mais non, je pensais surtout, enfin, c'est pas moi qui pensais, pardon, mais il se murmure que pourquoi pas Tyronn Lue. Tyronn Lue qui pourtant est en place chez les Clippers, évidemment, même au moment où j'enregistre, il n'est pas du tout éliminé, et pourtant il y a pas mal de rumeurs déjà à son sujet. Mais Tyronn Lue pourrait être dans la shortlist. J'ai aussi appris, enfin je suis pas insider, je viens de lire, hein, je viens de lire que apparemment les Clippers auraient planifierait, je traduis en direct, planifierait de lui offrir une extension, en fait, hein, de vouloir prolonger l'aventure avec lui. Donc, après, ça dépendrait de est-ce que Tyronn Lue veut rester ou pas. Mais en effet, Tyronn Lue, il a un peu ce côté, bon, pas un tacticien au sens de on va faire des attaques très léchées, on va faire des trucs fantastiques, mais tacticien très dans l'adaptabilité, très je sais attaquer le bon match-up, enfin voilà, tactiquement il y a du bagage, hein, il y a très bon bagage chez Tyronn Lue, offensivement et aussi défensivement, c'est aussi et surtout un coach défensif, donc tactiquement c'est là, et en plus vous le savez, chez LeBron ça compte, le management, l'expérience d'anciens joueurs et surtout le vécu, le passif. Tyronn Lue qui était le coach des Cavaliers de LeBron à l'époque en 2016, évidemment, voilà, ça ne m'étonnerait pas si le clan Rich Paul, LeBron James et les Lakers jetaient leur dévolu sur Tyronn Lue, mais comme dit, il n'est pas disponible non plus, donc je ne sais pas à quel point c'est crédible ou pas. Mais voilà, première étape, ce sera nouveau coach, et je ne sais pas vous dire dans quelle direction ça va partir, hein, évidemment. Ce serait intéressant, Budenholzer, évidemment. Aller prendre un assistant, je ne l'exclus pas, surtout avec ce front office, mais je serais un peu plus étonné, parce que je pense pas que c'est ce que va réclamer le vestiaire après l'expérience de Darvin Ham. Mais voilà, le coach, ça va être évidemment la première chose à faire. Quoique,
quoique, est-ce que la première chose à faire, et on aurait peut-être dû commencer par ça, est-ce qu'il n'y a pas la question LeBron James à régler? En tout cas, c'est ce que je vous aurais dit il y a 4-5 jours. Mais là, ça a l'air d'aller dans un sens où, non, apparemment, ça va rester à peu près stable et il va rester. Pourquoi est-ce que je dis ça? Donc, essayons un peu de détailler très, très simplement. LeBron a une player option. C'est-à-dire que son contrat, s'il le veut, lui, peut se terminer là, cette intersaison. Et donc, pourquoi est-ce qu'il ferait ce choix? Ce serait je sors de mon contrat pour signer, en fait, un contrat de plus longue durée. Là, il lui reste plus qu'un an, donc il peut désormais, aujourd'hui, en 2024, signer un gros contrat sur plusieurs années, plutôt que de risquer le fait que, non, je vais prendre mon option, je prends mon option, je fais l'année prochaine, mais l'an prochain, je suis moins bon, donc je vais signer pour moins, etc. etc. Mais bon, bref. Donc il y a ça, surtout qu'il y a la donnée aussi de Bronny James, son fils. On sait qu'il veut jouer avec son fils depuis des lustres. On sait que potentiellement les Lakers seraient aussi intéressés par le fait d'essayer de drafter Bronny James d'une manière ou d'une autre pour le mettre avec chez les Lakers en fait, et pouvoir garder LeBron. C'est un peu ça le plan, parce que il y a un peu cette idée avec LeBron, vous le savez, je vais être free agent maintenant. Bronny James se présente à la draft et donc on va aller ensemble dans la même destination. Voilà, il y a un peu cette idée. Donc si en effet les Lakers sont enclins à dépenser un choix de draft sur Bronny James, qui n'a pas une cote phénoménale. Si vous ne connaissez pas Bronny James, il a eu des problèmes de cœur évidemment, mais puis même en termes de prospect, c'est un prospect défensif plutôt qu'offensif, sur un poste d'arrière ou d'extérieur en tout cas, donc c'est pas une méga cote. Il va pas être pris dans le top 5, voire même peut-être pas forcément au premier tour, donc voilà, ça reste un peu à portée, on va dire. Disons que si les Lakers ont leur choix de fin de premier tour, c'est pas encore sûr, mais s'ils l'ont et qu'ils veulent dépenser le 25e choix sur Bronny James, je pense que c'est possible. Voilà. Donc on a ça d'un côté, et on a le fait que LeBron, bon, il y a toujours cette menace et ce truc de je veux jouer avec mon fils et j'y jouerai n'importe où mon fils est. Dans la pratique, je pense que, moi je le vois mal quitter les Lakers. Je le vois mal quitter Los Angeles à ce stade de sa carrière, à mon avis. Donc voilà, partons plutôt sur cette possibilité. Sinon, sinon je peux détailler rapidement, mais si LeBron s'en va, peut-être qu'il est temps un peu de faire casser le projet, soit de ramener une autre superstar à mettre à côté de Davis et de garder un peu ce duo-là, soit sinon carrément de se dire Davis, il a quoi, 31 ans, il est au pic de sa forme, de son prime, mais on est peut-être pile au moment où ça va commencer à redescendre. En plus, il est sujet aux blessures. En plus, voilà, c'est peut-être le moment parfait pour dire on fait un cash out et on réaffirme, non pardon, on sécurise notre futur en l'échangeant, en faisant un méga deal contre des tonnes d'assets, jeunes joueurs et tour de draft, possiblement, mais bon, je pense que cette piste, elle est assez peu crédible. Peut-être on y reviendra dessus en détail si c'est le cas, si vous voulez bien, et mettons-la un peu de côté pour l'instant. Donc on part avec LeBron James qui reste, a priori, Davis qui reste. Et après, c'est là que le fun commence. C'est là que le fun commence. Bon, on peut rajouter Bronny James si ça vous dit, mais non. Donc, pour dire, LeBron, là, il a une player option qui est à 51 millions l'an prochain. Il ne va pas la prendre, je pense, peut-être pas. S'il la prend, ça fait 51 millions dans le salary cap, ok. Mais s'il la prend pas, il y aurait des rumeurs comme quoi il signerait pour un montant finalement assez similaire. Pour plusieurs saisons, mais pour un montant par année relativement similaire. Sachant que le CBA, le nouveau CBA, donc salary cap, va augmenter. Donc ça sera un peu moins pire en vieillissant, mais voilà. Si vous voulez, 55 millions avec le salary cap actuel, c'est pas pareil que 55 millions sur un salary cap qui est plus haut, évidemment. C'est pas le même pourcentage, donc ça laisse plus d'argent à dépenser ailleurs. Bref, mais on est quand même, à mon avis, d'après les rumeurs, sur un montant qui va être assez élevé. Est-ce que c'est un peu piégeux ? Oui, je trouve, parce que comme dit, son profil est en train d'évoluer, son impact défensif est en train de décliner relativement fortement, son impact offensif est en train de changer, et donc en un sens aussi, je pense, d'être un peu moins bon qu'avant, parce que la valeur d'un profil un peu plus polyvalent et touche à tout, c'est pas pareil que le profil qui peut prendre les choses en main sur toutes les possessions et être LeBron, entre guillemets. Donc voilà, et ce qui fait que pour moi, si tu le payes cher, je peux comprendre, et je peux comprendre que lui, il veuille beaucoup d'argent, etc., etc. Mais c'est vrai que peut-être il y a un risque il va être légèrement surpayé. Peut-être même un peu plus que légèrement, mais tu veux le garder, tu vas peut-être le payer, 50 millions. On parle de 55 aussi dans les rumeurs. Ok, donc il y a ça dans le salary cap. Ok. De l'autre côté, on a aussi,
Anthony Davis dans le salary cap, qui est sous contrat jusqu'en 2028, player option pour 2028, mais voilà, contrat long terme. Pour l'instant, il est à 43 millions l'an prochain. Et puis ensuite, il a signé une extension qui fera 54, 59 et 63 millions pour plus tard, mais l'an prochain, 43 millions. Ce qui veut dire 51 millions plus 43 millions LeBron plus Davis, ça fait déjà pas mal d'argent sur 2 joueurs. Surtout quand, comme dit, LeBron, c'est plus vraiment le joueur qu'on aimerait qu'il soit. Ou le joueur qu'il a été. Donc, voilà. Bon, après, je suis un peu obligé, puisque je l'ai vu passer, et peut-être que vous l'avez vu passer aussi, mais petite leçon de salary cap, alors que pourtant, je suis quand même pas un expert dans le domaine, mais petite leçon de salary cap post-commentaire de Draymond Green, qui a fait le commentaire comme quoi les Lakers ont les bird rights de LeBron, c'est-à-dire qu'ils ont ses droits, parce que ancienneté, etc., ils ont ses droits, donc les bird rights, c'est tu as le droit de dépasser le salary cap, le budget salarial, quand tu le prolonges. Voilà, ça c'est les bird rights. C'est fait pour que les joueurs ne changent pas trop d'équipe, une prime un peu à l'ancienneté. Voilà, même si tu es au-delà du cap, tu peux prolonger ce joueur si tu as l'ancienneté. Ok. Mais ce qu'a dit Draymond était un peu faux. C'est-à-dire que Draymond, il a dit la bonne tactique, c'est LeBron ne prend pas sa player option. Donc comme ça, il n'y a rien dans le salary cap. Ensuite, les Lakers utilisent l'argent pour signer des gros mecs. Et puis ensuite, en utilisant ces bird rights, eh bien, on peut dépasser le cap en signant LeBron. Or, il se trouve que ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et même moi, qui suis pas non plus hyper fort en salary cap, je le sais. Je crois que c'est à force de côtoyer Antoine, qui vient nous faire des podcasts sur le salary cap, à force de côtoyer Tom aussi, évidemment, qui s'y connaît quand même très très bien également. J'ai appris, et sachez qu'il existe un truc qui s'appelle le cap hold. Alors, qu'est-ce que c'est le cap hold? On va pas rentrer dans les détails techniques, encore une fois, on s'en fiche, mais en gros, c'est un truc pour éviter de faire ça. Parce que l'avantage des bird rights, c'est de pouvoir prolonger un joueur en dépassant le cap, ok, mais justement, en fait, le truc, c'est que pendant ce temps, tu as quand même dans le cap, dans ton budget salarial, tu as un cap hold, donc une espèce de somme qui bloque et qui donc fait que tu n'as pas un vide total. Tu n'as pas un vide qui te permet de signer n'importe qui parce que tu aurais plein de cap space. Non. En fait, tu peux dépasser le cap en prolongeant un mec sur qui tu as les droits d'ancienneté, on va dire. Mais par contre, tu peux pas jouer avec ça et tu peux pas être un peu... en profiter totalement parce que le système est aussi fait pour que, tant que tu l'as pas prolongé, il y a quand même ce qu'on appelle le cap hold qui est là pour dire bon, tu l'as pas encore fait, mais la somme, elle est plus ou moins là, quoi. Donc tu peux pas justement faire la tactique de Draymond. Et en fait, je pense que Draymond a confondu parce que c'est ce qui se fait généralement avec les contrats rookies. En effet, les contrats rookies, c'est ce que font beaucoup d'équipes, c'est on blinde notre équipe à la free agency, et puis ensuite on prolonge nos joueurs parce que après, une fois que le salary cap est blindé, on peut le dépasser en prolongeant les contrats rookies. Mais pourquoi? C'est pas que les contrats rookies sont différents, c'est juste que, ils sont différents en termes de somme, mais pas en termes de structure. C'est-à-dire qu'il y a aussi un cap hold pour les contrats rookies, mais comme les contrats rookies, ça passe de t'es payé 2 millions, 3 millions, 4 millions, à d'un coup t'es payé 20 millions l'année. Bon, mais voilà, ça fait un écart énorme. Et donc, le cap hold d'un petit contrat rookie, effectivement, en fait, il est négligeable et on n'en parle jamais. On n'en parle jamais parce qu'on s'en fiche un peu, quoi. Alors que là, un mec qui sort d'un contrat à 50 millions l'année, et j'attends Antoine ou Tom pour me contredire, évidemment, s'il dit n'importe quoi, mais je me suis un peu renseigné quand même, le cap hold, il va être assez élevé, en fait. Parce que c'est justement fait pour empêcher ce genre de magouille que Draymond Green a développé. Donc non, ne croyez pas Draymond Green. Les Lakers n'ont pas à avoir des tonnes de cap space et puis ensuite pouvoir signer LeBron James pour rien du tout. Alors ils peuvent, s'ils veulent, ils peuvent ne pas l'en signer. Ils peuvent, si LeBron dit je prends pas mon option et je vais ailleurs, oui, là ils auront du cap space. Mais tant qu'il n'a pas signé ailleurs LeBron, il y aura toujours ce cap hold. Tant qu'ils n'auront pas renoncé à ses droits, enfin un truc comme ça, mais voilà, grosso modo, vous voyez l'idée. Si LeBron part pour de vrai, oui, du coup, tu as du cap space. Mais s'il n'est pas parti, il n'y a pas cette manigance de non, on fait genre, on signe un autre mec sur la place qu'occupait LeBron dans le budget salarial, et puis ensuite, on le prolonge avec les bird rights. Non, ça marche pas comme ça, malheureusement. Donc, voilà, de quoi je voulais un peu atténuer peut-être les rêves de grandeur de certains fans des Lakers qui avaient écouté Draymond Green et son podcast. Écoutez celui de Paul George qui est pas mal, de podcast. Voilà, écoutez celui de Paul George plutôt. Mais voilà, c'est un peu la situation contractuelle. Après, au demeurant, donc on a parlé de LeBron, on a parlé de Anthony Davis. On n'a pas parlé, enfin si, on a un peu parlé, mais
les profils qu'il faudrait mettre à côté. Moi, j'aimerais bien du spacing, j'aimerais bien des porteurs de balles de qualité. Après, ce qui est très intéressant avec cet effectif, je trouve, et avec l'été qui arrive, c'est que, en effet, les Lakers ont pas mal d'atouts. Il y a peut-être ce risque de LeBron et mon duo va être un peu surpayé parce que l'âge, le statut et le niveau sportif sera moins bon que le niveau salarial. Ok. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a pas mal de joujoux pour le GM des Lakers et pas mal de trucs à faire. Notamment parce que les Lakers ont pas mal de futurs tours de draft. Comparé à, par exemple, on a fait les Suns il y a quelques jours. Les Suns, ils étaient un peu bloqués en termes d'assets et d'échanges et même de salary dump parce que si t'as pas de draft pick, tu t'intéresses personne sur le marché. Donc il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Les Lakers, eux, ils en ont la marge de manœuvre. Ils ont... Alors le choix de draft 2024, normalement il appartient aux Pelicans, ils l'ont envoyé aux Pelicans dans l'échange de Davis justement, mais il y a une question de droit et on ne sait pas encore qui va le prendre ce pick, en tout cas au moment où moi j'enregistre. Donc voilà, c'est un peu flou, mais après, au-delà de ça, ils ont quand même le deuxième tour de 2024, ok. 2025, ils sont surtout premier tour, pareil, cette histoire de 24-25 des Pelicans. Mais à part ça, donc, 26, 27, 28, 29 et 30. Voilà. Que des années de draft où ils ont leur premier choix, techniquement, donc, soit à dépenser plus tard, soit à échanger dès maintenant. Et vous le savez peut-être, ils ne peuvent pas échanger, par exemple, le 26, 27, 28, 29, 30, les 5 consécutifs. Il y a la Stepien Rule qui empêche ça. Tu peux échanger que 1 tous les 2 ans pour éviter justement qu'il y ait un GM fou qui dilapide, comme à l'époque Ted Stepien. Par contre, ils peuvent un peu jouer avec les swaps. Vous savez, c'est un peu... On a fait un épisode là-dessus, si ça vous intéresse, les big swaps, qui est en fait un moyen de contourner cette règle. Donc de dire, ok, on vous donne 26 et 28. On ne peut pas vous donner 27, mais on vous donne les droits d'échanger. Donc un pick swap. On vous donne le droit d'échanger le 27 avec le vôtre. Voilà, donc n'importe lequel, le mien ou le tien, de pick qui est le plus haut, c'est toi qui choisis, tu le prends. Voilà, donc c'est un peu une manière déguisée de contourner cette règle. Mais bref, donc on a cet aspect. D'abord, pas mal de picks de draft futurs pour les Lakers, premièrement. Et de l'autre côté, il y a aussi pas mal de contrats géniaux à échanger. Et je parle là en termes de taille de contrat. Je parle souvent de... Ce qui est génial pour bâtir des trades, c'est des contrats de taille moyenne. Parce que dans un trade, tu as besoin d'un équilibre des salaires, évidemment, mais si tu n'as que des petits contrats, tu ne peux pas atteindre cet équilibre des salaires, donc tu ne peux pas échanger pour un gros salaire. Et si tu n'as que des gros, c'est compliqué. Tu n'as pas de flexibilité et tu n'as pas de marge de manœuvre. Si c'est que des trop gros contrats, c'est compliqué. Là, l'avantage, c'est qu'ils ont pas mal de petits contrats qui peuvent être combinés pour ensuite être échangés. Donc notamment, ils ont Rui Hachimura, 17 millions l'an prochain, échangeable. Austin Reeves, 13 millions, échangeable. Encore 3 ans de contrat pour sûr, 2 plus une player option. Gabe Vincent aussi, 11 millions, échangeable dès maintenant, parce qu'il a signé l'été dernier, donc c'est pas... Voilà, il y a une période, tu peux pas être échangé de suite après avoir signé, mais là, échangeable. Donc pareil, Gabe Vincent, 11 millions. Jared Vanderbilt, 10 millions, lui aussi échangeable, presque 11 d'ailleurs, 11 millions. Et donc ça fait pas mal. Ça fait, imaginez bien, ça fait 40 millions, plus même, 17 de Hachimura, plus 13, on monte à 20, 30 déjà, plus 11 de Gabe Vincent, plus 10 de Jared Vanderbilt, on est aux 50 millions. On a 50 millions, non pas en un gros ticket, un gros chèque qu'on donne à Bradley Beal, non. On n'a pas 50 millions en un coup, on a 50 millions fragmentés en plein de petits contrats, alors sur des joueurs différents, évidemment. Peut-être que tu n'as pas envie d'échanger Austin Reeves, et je suis d'accord, mais techniquement, tu as de la marge de manœuvre. Tu as de la flexibilité, tu as une grosse somme potentiellement à échanger, et à échanger en plein de petits morceaux. Avec tel morceau peut-être va intéresser un tel morceau va intéresser un autre, ou alors tu en associes un ou deux plus un choix de draft, par exemple, vu que tu as pas mal de choix de draft. Donc, imaginons, je dis n'importe quoi, mais Hachimura plus Gabe Vincent, ça fait autour des 30 millions. Tu peux encaisser en retour à peu près 30 millions. Tu peux rajouter quelques-uns si tu veux aussi, du genre, il est plus rookie maintenant, mais Jalen Hood-Schifino, qui était autour des 4 millions aussi. Bref, tu peux aussi monter un peu à 35 et quelques, et donc avoir quelqu'un en retour. Et si le package Hachimura plus Gabe Vincent ne convainc pas, évidemment, tu peux rajouter ça plus 2 ou 3 choix de draft. Et là, ça devient intéressant, quoi. Ou alors juste un. Mais voilà, c'est un peu l'idée. C'est qu'il y a pas mal de flexibilité en termes de salaire. Il y a pas mal de sommes à envoyer dans des contrats différents. Et puis, en plus, il y a pas mal de choix de draft.
Donc, soit ça va faire un peu de retooling, comme on dit, de retooling, de remodélisation pardon, de l'effectif. Oui, bref. Bref, il est tard, pardon, excuse-moi. Tu peux un peu trafiquer l'effectif à droite à gauche avec des bons coups, en essayant d'aller chercher un top roleplayer, un top 3D, en mettant tel contrat plus un tour de draft, et tu arrives à avoir un bon 3D de haut niveau, etc., etc. Ou alors, tu fais le home run, pour parler en termes de baseball. Ou alors tu fais le méga coup. Ou alors tu associes tous ces contrats, plus pas mal de choix de draft, et tu vas chercher quelqu'un. Je sais pas qui exactement, mais il y a peut-être un gros coup à faire en fait. Après, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? On peut en rediscuter, mais il y a un exemple pour moi qui m'a l'air assez évident. Et la question peut se poser. Je sais pas si elle devrait côté Atlanta, mais est-ce que les Lakers vont pas tenter leur chance avec Trae Young? Je pense que si je suis front office des Lakers, je tente. Évidemment. Parce que, bon, c'est vrai, compromis défensif important. Et à quel point est-ce que tu peux survivre avec Trae Young et LeBron James, quoique peut-être LeBron James c'est quand même pas à ce niveau-là non plus, on va pas exagérer. Évidemment, je me reprends là. Je me reprends. Mais non, mais il y aurait un compromis défensif évident avec Trae Young, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit, LeBron devient de plus en plus un joueur polyvalent offensivement, et plus le porteur de balle d'élite. Donc, pour moi, il y a besoin de trouver ce porteur de balle d'élite. Or, si Trae Young est disponible, ça peut être génial. Ça peut vraiment être génial, parce que je pense que pas mal de monde a un avis assez négatif sur Trae Young, finalement, depuis 2 ans. Pour moi, c'est un des meilleurs moteurs offensifs de NBA qu'on ait actuellement. Alors, il est peut-être pas au niveau de Luka Doncic et ce genre de cette catégorie-là, on est d'accord, mais on est sur un moteur offensif de très très haut niveau. Et bon, ben voilà, tu mets Trae Young à côté en partenaire de LeBron James, ça peut être très sympathique. Tu mets Trae Young pour du jeu de pick and roll un peu plus classique avec Davis, c'est génial aussi. Et puis Trae Young, tout simplement, juste Trae Young dans un bon environnement, avec des bons shooters autour, si tu arrives un peu à les trouver, c'est encore à faire. Mais enfin voilà, c'est Trae Young, c'est un plancher offensif de très haut niveau en fait. Et une dose de création offensive au terme de scoring, mais aussi playmaking et fond de jeu, que tu n'as pas actuellement dans l'effectif. Que tu avais il y a 4-5 ans avec LeBron, mais que tu as perdu à mon sens. Donc, à quel point est-ce que l'été des Lakers devrait se tourner vers on va aller chercher notre gros créateur, et il n'y en a pas tant que ça disponible. Si Atlanta continue un peu à péter les plombs en termes de gestion de leur effectif, oui, ça se tente. Ça se tente. Et alors attendez, je vais quand même vérifier. En termes de salaire, Trae Young, c'est quand même plutôt élevé, évidemment, puisqu'il a déjà signé son extension de contrat post-contrat rookie, bien sûr, donc il doit être autour des 40 millions. Voilà, 40 millions, 43, 45 et 48 pendant 4 ans. Et donc voilà, 43 l'an prochain. 43. 43, comment est-ce qu'on arrive à 43 avec les Lakers? On a Hachimura qui est à 17, Austin Reeves 13, Gabe Vincent 11, Jared Vanderbilt 11. Ok. Tu peux même, comme dit déjà, rajouter le petit rookie Oud Schifino, peut-être, dans la balance. Il y a peut-être un côté attrait jeune joueur. Et puis tu peux aussi balancer les tonnes de piques, en fait. Hein. Tu peux balancer les tonnes de piques. Est-ce que, si vraiment j'ai une possibilité de Trae Young, et vous savez que je suis le plus grand fan d'Austin Reeves qui est sur cette terre, probablement. J'ai été déçu de sa saison. Lui n'a pas été top et je pense qu'on aurait pu aussi plus l'utiliser. Il a été sous-utilisé, etc., etc. Je suis le plus grand fan qui existe d'Austin Reeves. On est d'accord? Mais je pense que s'il y a une possibilité de Trae Young et que la condition c'est un deal autour de Reeves, je pense que je me laisse tenter quand même. Hein. Je pense. Hein. Je suis même assez convaincu parce que oui, j'adore Reeves. Vraiment beaucoup, et je pense qu'il peut faire beaucoup mieux que cette année. Je pense même qu'il peut être un créateur secondaire d'attaque assez incroyable, mais si ça peut te permettre d'avoir un créateur principal d'attaque NBA, je pense que je le fais. Surtout que, à quel point est-ce que tu peux survivre avec les deux à côté? Je suis pas convaincu que défensivement ce soit une mince affaire, quoi. Donc, idéalement, si tu as Trae Young, Trae Young c'est ton moteur d'attaque, et puis derrière tu as de la défense, quoi. Donc, ouais, je pense que ça s'envisage. Bon, après, je sais pas à quel point la piste est réaliste. En vrai, je sais pas du tout à quel point c'est réaliste. Trae Young a encore répété non mais j'aime Atlanta, mais j'aimerais bien gagner aussi. Donc la machine commence un peu à s'enclencher, mais je suis pas sûr qu'on soit arrivé au point où on se dise allez, échange de Trae Young parmi les grosses stars entre guillemets disponibles sur le marché. Et évidemment, Zach LaVine, un peu le clan Rich Paul par là,
il fait partie de la famille et puis il est plus ou moins disponible. C'est probable, ou pas d'ailleurs, mais peut-être que Chicago va enfin tout faire péter. On ne sait pas, vu qu'ils ont pas mal de gens un peu en fin de cycle en free agency. Mais peut-être qu'on va enfin échanger Zach LaVine maintenant qu'il a un contrat long plutôt que laisser traîner et de pas pouvoir l'échanger. Bon, ben Zach LaVine, c'est pas parfait, mais c'est quand même cool, quoi. C'est quand même très cool en termes de spacing, en termes d'attaque. On n'a pas affaire à un créateur non plus, on est d'accord, mais c'est sympa, quoi. C'est quand même sympa, Zach LaVine. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne l'aime pas, et je peux comprendre, mais pour moi, c'est un profil extrêmement intéressant, et même d'autant plus intéressant quand il n'est pas créateur. Quand il n'est pas créateur principal. Et c'est peut-être ça le défaut, c'est qu'on a eu des attentes un peu trop élevées à son propos, mais tu mets Zach LaVine et son shoot d'élite, et vraiment d'élite, plus une capacité aussi, avec son explosivité, à attaquer les close-out off-ball, tu mets ça à côté de LeBron et de Anthony Davis, c'est sympathique quand même. Hein. Sympathique. Et la défense, oui, c'est pas hyper bon, c'est pas non plus qu'à taille. Il y a au moins de la taille, il y a au moins de la viabilité défensive via la taille, et je pense que c'est quelqu'un qui, dans le bon environnement, dans le bon contexte, fait aussi plus d'efforts. Typiquement, c'est ce genre de joueur, donc ça me paraît pas fou. À quel point est-ce qu'il n'y a pas un méga jackpot aussi, en tout cas un bon coup à faire avec un Michael Bridges à Brooklyn? Bon, peut-être, mais pour moi, ça ne réglerait pas le côté il nous faut quand même de la création offensive. Donc, oui, évidemment, ce serait un très bon coup, mais peut-être pas parfait non plus. Est-ce qu'en free agency, c'est pas aussi le type d'équipe qui va attirer du Klay Thompson? Peut-être, mais là encore, pour moi, ça ne règle pas le problème de création offensive. Voilà, je sais que c'est compliqué. Je sais que la piste Trae Young va vous paraître un peu bête parce que pas du tout réaliste, mais il faut quand même un peu chercher là-dessus. Et pour moi, si on repart un peu, d'ailleurs sur une saison, pas la même, mais une saison où LeBron est un an plus vieux, pour moi, tu repars avec ce même trio de création. Enfin, je mets un peu Davis à part, vous avez compris, mais qui peut aussi un peu créer pour lui. Mais si on part sur 3 porteurs de balles créateurs que sont Austin Reeves, LeBron et D'Angelo Russell, pour moi, c'est peut-être pas assez. C'est peut-être pas assez, ou alors faire un travail derrière de trouver, plutôt qu'Hachimura, le vrai poste 4 génial de spacing et d'avoir un contexte incroyable. Et oui, peut-être qu'il existe un monde où Austin Reeves est enfin bien utilisé et surutilisé, peut-être même on force un peu là-dessus, mais oui, on lui donne beaucoup de ballons plutôt que juste un peu, et il explose encore plus. Moi, j'y crois, en tout cas. Donc il y a cette possibilité. Dans du bon spacing, si tu arrives à trouver les bons line-up avec les bons joueurs, et là, on a forcément un nom qui vient en tête aussi, qui a l'air d'être disponible, parce que Utah, on n'est pas du tout dans la même timeline non plus, c'est évidemment Lauri Markkanen. Markkanen qui est à Utah, qui a été le moteur de l'attaque de Utah depuis 2 ans, mais Utah est en cycle de tanking, je sais pas, tanking sur la deuxième partie de saison, peut-être on peut dire, mais voilà, lui il a quoi? Il a 26 ans, bientôt 27, il a un contrat qui est encore quoi? Ah non, il est en fin de contrat d'ailleurs, fin de contrat de 18 millions. Donc, soit il y a une prolongation peut-être et il reste à Utah et puis ensuite il se fait échanger plus tard, soit il a échangé maintenant. C'est possible. Je pense que c'est peut-être même le moment parce que là, il a plus qu'1 an de contrat, mais il est au pic de sa forme et de sa valeur. Donc voilà. Oui, franchement, c'est pas parfait, notamment la défense, encore une fois, mais c'est un sacré bon coup. Hein. Je suis pas fan, vous avez compris, hein, je suis pas hyper fan d'Hachimura. Pas le joueur, mais un peu ce côté profil qui est pas génial nulle part, en fait. J'aime pas trop. Avec Markkanen, au moins, tu fais un choix clair. Au moins, tu mets un vrai shooter d'élite à côté de Davis. Tu as un vrai spacing et tu tires profit complètement du fait d'avoir Davis au poste 5. Après, oui, défensivement, c'est pas top, mais à quel point est-ce que voilà, le but du basket, c'est de marquer plus de points que l'adversaire. Donc, tu peux créer un différentiel, soit en ayant une meilleure défense, soit en ayant une meilleure attaque. C'est un peu bête ce que je dis, mais c'est un pari qui ne se refuse pas, surtout à ce tarif, qui n'est pas très cher. 18 millions l'année pour Markkanen. Franchement, vous imaginez, il est payé pareil que Hachimura. J'ai pas envie que vous pensiez que je m'acharne sur Hachimura, mais ouais, j'ai jamais été fan d'Hachimura. Mais voilà, Markkanen à 18 millions, en plus une fin de contrat, donc peut-être que Utah va vouloir échanger maintenant, surtout que la valeur est top, donc possibilité aussi pour moi. Mais après, le problème aussi, c'est que... Enfin, problème. Non, parce que les Lakers n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais en plus, la Free Agency 2024 n'est pas top en termes de free agent. Donc voilà, le marché des transferts et le marché des joueurs sous contrat risque d'être animé, en fait. Parce qu'il n'y a pas grand monde en free agent. Il y a du Tobias Harris, il y a du Klay Thompson, James Harden, mais James Harden qui a son âge aussi, etc., etc.
Paul George, ça aurait été génialissime, évidemment, aux Lakers. Mais évidemment, mais je vous le dis pas, mais parce que c'est pas une option crédible. Il y a pas la place. Ou alors LeBron s'en va et on a on a Paul George qui arrive. Mais à part ça, non, c'est pas trop crédible, quoi. Donc on a ça comme option. Trae Young, je sais pas à quel point c'est réaliste ou pas. Je sais pas à quel point Michael Bridges peut-être, mais toujours pareil, un Brooklyn, est-ce qu'ils sont vendeurs ou pas? Ou alors, d'ailleurs, on peut partir de l'autre côté, mais quoique, je sais pas s'ils ont la place dans le salary cap. Non, je pense pas. Pour un Nick Claxton, mais voilà, il y a un peu cette option de soit on fait un échange pour un Lauri Markkanen, donc une option offensive. On peut aussi imaginer l'inverse, c'est-à-dire un trade pour un profil beaucoup plus défensif et partir sur plutôt une assise défensive d'élite plutôt que Hachimura. Je pense qu'il y a aussi certains profils à cibler potentiellement sur le marché, enfin pas le marché de free agency, mais sur des transferts, quoi. Bon bref, je vais pas non plus faire du basket fiction trop longtemps. C'est pas non plus le plus intéressant, mais pour moi, il y a un truc à faire en termes d'attaque qui est assez évident, qui est soit on change et on trouve un autre porteur de balle et on améliore la qualité de création balle en main d'une manière ou d'une autre avec des renforts en fait, hein, avec des transferts. Soit sinon, il faut une meilleure contextualisation et optimisation de ce qu'on a déjà en place, et notamment, je pense que la plus grande marge de progression de l'équipe dans ce domaine-là, c'est Austin Reeves. Et peut-être que ça peut être un plantage total. Peut-être aussi que si tu le responsabilises plus, ça peut réussir. Et moi, je pense que c'est un mec qui a la capacité à faire des lectures un peu avancées. Alors, avancées. Pas non plus hyper avancées, mais c'est un mec qui a un playmaking hyper complet, je trouve. C'est quelqu'un qui a aussi un très bon scoring, hyper efficace l'an dernier, et même encore cette année, même s'il n'est pas... En fait, l'an dernier, il était à des niveaux indécents. Là, il est juste efficace cette année. Mais ouais, je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de trucs. Hein. Mais il faut un coaching qui lui donne pas mal de ballons. Il faut un coaching aussi avec du bon spacing. Donc, ça dépend pas que de lui. Mais voilà, globalement, moi, il y a un aspect de porteur de balle et de création pure qu'il faudrait améliorer dans cette équipe comparé à cette année. Surtout si LeBron vieillit. Il y a un point qu'on n'a pas abordé encore. Pour une raison assez simple, c'est que D'Angelo Russell a une player option. Et donc là, toute la question, c'est que va-t-il en faire? Que va-t-il en faire? Est-ce qu'il va prendre son option à 18 millions, quasi 19 pour l'an prochain? Ou est-ce qu'il va partir à la free agency? Et là-dessus, je sais pas trop. Moi, je trouve le profil intéressant, mais c'est clairement pas le profil que je mettrais dans cet effectif. Et je pense que d'ailleurs, si j'ai 18 millions à utiliser, je préfère les avoir sur un top ailier et plutôt qui apporte d'autres choses. Hein. À ce prix-là, tu peux avoir un mec qui apporte un peu défense, peut-être un passing, un peu de connecting, etc. quoi. Mais je pense que si j'avais de l'argent à louer, je le ferais peut-être comme ça, ou alors sur un porteur de balle peut-être plus dynamique. Je suis pas hyper fan de Russell qui est un shooter d'élite, qui est un passeur depuis des positions un peu stationnaires, un des meilleurs de NBA en fait, très, très simplement, qui a un passing incroyable. Tapez sur YouTube, tapez D'Angelo Russell, passing Ohio State. Notamment, il y a une passe contre Northwestern qui est fantastique, et je crois qu'il y en a une autre, c'est contre Iowa ou Iowa State, je me souviens plus exactement. Mais un passeur depuis des positions stationnaires qui est génial. Vraiment, vous savez, le côté aiguille dans une botte de foin, quoi. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui manque un peu de dynamisme. Et donc, qui n'a jamais vraiment pu tout mettre ensemble, notamment le côté drive, le côté impact sur drive, il est pas très bon, il est même assez mauvais là-dessus. Et c'est pas non plus un passeur en mouvement qui est génial. Donc, voilà, quand on rajoute la défense, quand on rajoute l'irrégularité de performance aussi, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le profil, il y a un mec qui est assez régulier aussi. J'avoue que moi, je pourrais faire avec... Enfin non, pardon, je pourrais faire sans, en fait. Je pourrais faire mieux avec l'argent alloué qui est alloué à Russell. Je pense qu'on pourrait faire mieux avec. Je pense que c'est un peu pareil avec Hachimura. Je pense que Reeves, à 13 millions l'année, c'est un des meilleurs contrats de toute la NBA. Et je dis pas ça parce que je suis biaisé, mais vous interrogez pas mal de monde. Et d'ailleurs, vous, si vous êtes fan des Lakers, mais tout le monde est un peu d'accord pour dire qu'il a été payé pas très cher l'an dernier. Il aurait pu prétendre à beaucoup plus. Donc maintenant qu'en plus le salary cap va augmenter, ça va être un des meilleurs contrats de toute la NBA, clairement. Gabe Vincent, je pense qu'à ce prix-là, 10 millions l'année, 11 millions l'année, c'est pas mal si on a le vrai Gabe Vincent. Donc ça, on verra l'an prochain. Mais voilà, plein d'options aussi. Je veux pas trop, comme dit, continuer dans le basket fiction, mais pour moi, il y a deux éléments clés qui sont création et éventuellement le côté poste 4 en fait. Est-ce qu'on reste là-dessus ou pas? Est-ce qu'on essaie d'orienter les line-up plutôt, philosophie complètement attaque ou complètement défense? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux en fait? Et puis, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi moyen d'améliorer grandement la profondeur de l'effectif?
Parce que comme dit, c'est ce qui a manqué. Et d'ailleurs, Taurean Prince, qui était une des très très bonnes surprises de cette année, il est free agent. Il est d'ailleurs unrestricted free agent non restreint. Donc il peut totalement aller signer ailleurs, Taurean Prince. Alors que c'était un élément important pour moi du top 6, top 7 de cette rotation de playoff. Donc voilà. En plus, tu vas peut-être perdre quelqu'un. Mais voilà un peu pour moi les plans. Le coach, la création, quid, porteur de balle ou pas. Poste 4 éventuellement. Un peu ce côté, qu'est-ce qu'on met entre LeBron et Davis, ou alors on met LeBron carrément en poste 4 et puis on va chercher un top ailier aussi. Ça peut être possible. Mais voilà, donc ça, plus la profondeur d'effectif, parce que il faut faire mieux, quoi. Il faut faire mieux que les coups gadgets qu'on a déjà un peu fait l'été dernier, mais la bonne nouvelle, comme dit, c'est que il y a pas mal de choses. Il y a des salaires de taille moyenne pour faire pas mal d'échanges, il y a pas mal de tours de draft, et puis il y a le côté, on est les Lakers aussi, hein. On est les Lakers, on est LeBron James, on est Anthony Davis, donc tu as aussi peut-être un côté, un surplus au niveau attrait. Mais voilà, j'ai très hâte, j'ai vraiment très hâte, parce que l'équipe d'ici 6 mois, alors déjà d'ici juillet évidemment, mais d'ici 6 mois ou 8 mois, février prochain, pourrait ne pas être totalement la même. Et à mon avis, il existe un monde où une sacrée page se tourne en termes d'effectifs dès cet été. Et il existe un monde où, en février ou mars prochain, l'effectif est quand même bien plus balèze. En termes de joueurs compétents, un peu court terme qu'on a réussi à amasser, voire même en termes de joueurs plus importants, voire même de gros joueurs qu'on a réussi à faire venir. Donc, ça n'a pas l'air top, la situation actuelle, mais en fait, elle est plutôt pas mal. On n'a pas encore l'équipe, mais on a un peu tout pour la construire. Donc c'est en ça que je suis assez pressé de voir comment est-ce que les Lakers vont prendre ce virage. D'abord d'ailleurs avec le coach, qui va être le coach de cette équipe. Ensuite avec les moves qu'ils vont pouvoir faire cet été. Parce que vraiment, je trouve qu'il y a de quoi faire pour essayer d'enjoliver et de sublimer les quelques dernières excellentes ou très bonnes saisons de LeBron James en NBA et aux Lakers. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, je l'espère vraiment. Au final, on a fait un podcast assez costaud, hein, pour le coup. Je pense que ça s'est senti peut-être au niveau de ma diction, qui de base n'est pas parfaite, mais je devais être un peu fatigué à la fin, je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Mais voilà, le côté bilan tactique, vous savez que c'est un peu mon dada, donc j'ai passé un peu de temps, peut-être un peu trop pour certains. Certains ne sont pas du tout intéressés par ce qui se passe en match, hein, ils sont juste intéressés par le salary cap ou par des trucs comme ça. Donc voilà, vous prenez ce que vous voulez. Encore une fois, j'ai fait assez long. Je vais essayer d'enregistrer plus tôt. Hein. Bon, d'habitude en journée, j'arrive un peu. Là, en ce moment, c'est compliqué. mais voilà. Bilan des Lakers. N'hésitez pas à faire des retours. Discord, commentaires YouTube, etc., etc. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'essaie d'y répondre, évidemment. Et puis voilà. Et puis on se retrouve bientôt. Eh bien, je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être pour de la preview. Peut-être pour la preview. Peut-être pas. peut-être dans 2-3 jours pour quelques autres choses qu'on a un peu sous la main, un peu plus de théorique sur du jeu notamment. Mais donc voilà. Et donc, sur ce, je vous remercie une fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien qui est sans faille. Merci beaucoup. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.